Nous voyons sur une île où un groupe de chasseurs affronte plusieurs fourmis géantes. Leur leader s'approche d'une des fourmis et dit qu'ils doivent les retenir quoi qu'il arrive. Aucun retrait autorisé. Mais bon sang, ces chasseurs sont rapidement submergés. Le leader perd connaissance et une des fourmis est en train de lui dévorer les entrailles. On dirait qu'il va mourir. Mais tout à coup, ce gars avec une magie de guérison incroyablement puissante le sauve juste à temps. Le leader s'affole parce que ce gars est sur le point d'être attaqué aussi. Mais boum, il est sauvé aussi. Et le gars qui a sauvé le leader appelle son coéquipier pour finir les fourmis. Ce prochain gars est une vraie bête, battant facilement ces monstres. Le premier groupe réalise qu'ils n'étaient que des personnages secondaires tout au long. Et ces gars qui sont venus les sauver sont des chasseurs de rang S, les meilleurs des meilleurs. Ils anéantissent facilement les fourmis rouges. Mais ensuite, une fourmi albinos encore plus grande apparaît. Les attaquants décidant d'engager la fourmi. Tandis qu'ils laissent le leader blessé au guérisseur, ils mettent tout en œuvre, utilisant leur travail d'équipe pour lui arracher le visage et les bras. Le guerrier super puissant utilise un de ses bras arrachés pour oblitrer la fourmi géante. Mais attendez, il n'y a pas de temps pour célébrer car l'armée de fourmis albinos arrive. Il s'avère que la fourmi géante n'était qu'une parmi tant d'autres. Mais ces chasseurs n'ont pas peur, madame. Le gars mage renforce sa foudre, et le gars brut passe en mode Hulk, déchirant ses vêtements avec ses muscles massifs. Vous pouvez voir leur combat fou depuis la ville, où un autre gars nommé Choi est soulagé qu'il soit arrivé à temps. Choi a les mains pleines parce que la ville a aussi un sérieux problème de fourmis. Mais il gère ça comme un patron et l'illumine avec des flammes sérieuses, ne laissant que les sans couleurs. Et il a une équipe d'exterminateurs pour l'aider. Nous avons ensuite appris qu'il y a plus de 10 ans, des portails pouvant se connecter à une autre dimension sont soudainement apparus dans le monde. Et devinez quoi? Tous les types de monstres viennent du portail. Seules les personnes avec des pouvoirs spéciaux, appelés chasseurs, peuvent les combattre. Les chasseurs sont classés en fonction de leur capacité magique, du rang S étant le plus élevé au rang E étant le plus bas. Mais voici le détail. Une fois leur pouvoir éveillé, ils ne peuvent plus devenir plus forts, peu importe combien ils essaient. 3 ans ont passé, et ce chantier de construction est maintenant un lieu de raid de donjon. Nous voyons ce gars prendre une boisson avant d'entrer, et l'un de ses amis l'appelle. Il est surpris de le voir là-bas, car il a entendu dire que Park avait quitté son poste de chasseur. C'était vrai. Mais ensuite, l'économie lui a mis un coup après que sa femme soit tombée enceinte une deuxième fois. Donc, ce gars avait besoin de gagner beaucoup d'argent rapidement, et une expédition dans un donjon semblait être le moyen parfait de le faire. Nous voyons que notre héros est arrivé. Son nom est Jinwoo. Il a récemment rejoint le groupe, mais ils l'ont déjà surnommé le chasseur le plus faible de tous les temps. Il salue tout le monde en entrant, alors Park demande pourquoi tout le monde semble le connaître, pensant peut-être qu'il est un chasseur super fort. Mais c'est tout le contraire. Jinwoo est connu comme le chasseur le plus faible de tous les temps. Il a réussi à se blesser et s'est retrouvé à l'hôpital dans un donjon de rang E. Il pourrait aussi bien créer un nouveau rang juste pour lui, comme un rang F, parce qu'il est si faible. Mais voici le truc, sa réputation de plus faible joue en sa faveur. S'il l'appelle pour une expédition dans un donjon, cela signifie que cela va probablement être un jeu d'enfant. Jinwoo a entendu chaque mot qu'ils ont dit à son sujet, mais il ne pouvait pas le nier parce que c'était vrai. Il est juste si incroyablement faible. Cette femme nommée Juhee l'interpelle, et il s'avère que Jinwoo la connaît d'une mission précédente qu'ils ont fait ensemble. Mais oubliez les salutations. Elle s'inquiète davantage de ses dernières blessures et lui demande ce qui s'est passé cette fois-ci. Il s'asseye et Jinwoo explique le fait embarrassant qu'il s'est blessé dans le donjon de rang le plus bas. Et devinez quoi? L'équipe n'avait même pas de guérisseur avec eux, parce qu'ils ne pensaient pas qu'un chasseur serait assez idiot pour se blesser là-bas. Mais ils n'ont pas pris en compte l'existence de Jinwoo le débile. Juhee est en colère pour lui, mais Jinwoo sait déjà que ce n'est pas de leur faute. C'est de sa damn faute d'être si faible en premier lieu. Il est temps d'entrer dans le donjon, et ils sont tous sur le point d'y aller. Donc, un gars nommé Sang Cheol propose d'être le chef de groupe pour cette expédition. Personne ne s'oppose. Alors il ouvre la voie, et avant que Jinwoo n'entre, il reçoit un rappel amical de rester près du groupe, pour ne pas se blesser à nouveau. La seule arme de Jinwoo est un petit couteau pourri avec à peine de pouvoir magique, parce que c'est tout ce qu'il peut se permettre avec ses maigres revenus. Mais il jure qu'il donnera le meilleur de lui-même de toute façon. À un autre endroit, il y a ce président de l'association des chasseurs nommé Juki. Il vient de terminer une réunion avec le gouvernement. Ils l'ont averti d'éviter quelque chose appelé Dungeon Break. Cependant, ces mêmes personnes ont exigé qu'ils obtiennent les biens obtenus du donjon. Les membres de l'association gagnent leur vie en vendant les objets qu'ils trouvent dans le donjon. Donc, Juhi n'a pas de problème avec cette demande. Les cristaux qu'ils obtiennent en battant des créatures magiques s'appellent des gemmes magiques, et ils les vendent pour de l'argent. Maintenant, retournons à Jinwoo. D'une manière ou d'une autre, il a réussi à mettre la main sur un gemme magique. Bien sûr, il est ravi d'en avoir enfin une, mais il doit rapidement se défendre contre un gobelin. Lorsque Jinwoo attaque le gobelin, la lame de Jinwoo se brise en morceaux. Le gobelin poignarde notre héros, et au lieu de riposter, Jinwoo se contente de rester là à crier. Heureusement, le grand gars d'avant passe à côté de la fille inutile et sauve Jinwoo.
Pendant qu'elle le soigne, Jinwoo ne peut que regarder le reste de l'équipe faire tout le travail. Nous découvrons ensuite que les gemmes magiques obtenues auprès de créatures magiques de haut rang peuvent être utilisées pour fabriquer des armes plus puissantes afin de vaincre des créatures encore plus fortes. Les cristaux de mana du donjon peuvent également être utilisés comme armes, mais ils ne sont pas du tout aussi efficaces que les gemmes magiques. Le gouvernement veut utiliser ces objets comme une nouvelle source d'énergie. C'est plus sûr, plus efficace et cela cause moins de pollution par rapport à d'autres types d'énergie. C'est comme le parfait. Et le gouvernement recherche désespérément comment générer de l'électricité à partir de ces gemmes et cristaux. Comme ces objets ne peuvent venir que du donjon, les chasseurs deviennent incroyablement précieux. Pendant ce temps, de retour dans le donjon, l'équipe célèbre sa victoire après avoir vaincu le boss du donjon. Jinwoo doit être la personne la plus faible qui soit, parce qu'il a pris une raclée, et Jinwoo est toujours en train de le soigner. Elle se demande pourquoi il est même devenu chasseur s'il se blesse tout le temps, et pense qu'il va rencontrer sa fin un jour. Jinwoo s'excuse mais ces mots ne signifient pas grand chose et elle s'inquiète juste pour lui. Tout le monde reçoit sa part des dépouilles de la bataille, mais il n'y avait pas beaucoup de cristaux de mana, donc ils ne gagneront pas beaucoup d'argent. Jinwoo commence à douter de lui-même et se sent déçu d'avoir seulement obtenu une misérable gemme de rang E. Il commence à se demander si cela vaut même la peine de risquer sa vie. Un gars de l'équipe attire l'attention de tout le monde sur un énorme trou, et ils se rassemblent tous pour comprendre ce que c'est. On dirait une grotte, mais ils sont dans un donjon, donc c'est plus susceptible d'être un double donjon. C'est rare, mais ils en ont déjà entendu parler, et leur soupçon est confirmé, car ils ont déjà vaincu le boss du donjon. Mais l'endroit n'a pas commencé à se fermer comme un donjon normal le ferait. Il semble qu'il y ait plus de butin à saisir plus profondément à l'intérieur. Maintenant, Song-Chil essaie d'être la voix de la raison et suggère qu'ils suivent le protocole normal en informant l'association du double donjon et en suivant leurs instructions. Mais l'équipe n'est pas d'accord avec cette idée, car cela signifie renoncer à tout le butin inexploité qui les attend probablement là-bas. Puis ce gars, Park, dit que c'est juste un donjon de rang F. Et ensuite, il parle de sa femme et de son enfant, disant qu'il a besoin de gagner plus d'argent pour les soutenir. Song-Chil comprend le point qu'ils essaient de faire, mais il veut entendre les opinions de tout le monde avant de prendre une décision. Chaque membre de l'équipe intervient avec un mélange d'approbation pour aller plus loin et la réalisation qu'il s'agit d'un piège mortel évident. En réalité, 6 voix répondent pour aller à la grotte, tandis que 6 voix veulent faire demi-tour. Cela signifie que quelqu'un doit trancher, et le seul qui n'a pas voté est Jinwoo. La décision lui revient, et il sait très bien qu'un donjon de Randé est incroyablement dangereux pour lui. Mais avec son père porté disparu, il est le seul dans sa famille qui peut gagner de l'argent. Il est déjà accablé par une tonne de responsabilités financières. Sa mère est à l'hôpital, et sa sœur doit aller à l'université, donc il ne peut pas rester fauché éternellement. Il décide donc d'entrer dans le donjon. Ailleurs, dans le laboratoire, où les gens sont testés pour leurs pouvoirs magiques. Dans la salle d'attente, les autres sont prêts à recruter de nouveaux chasseurs prometteurs. Ce chasseur classé choix a dit à ces gens que peu importe l'âge ou le sexe, ils sont recrutés. Pendant ce temps, quelques voleurs arrachent un sac à main et se préparent à courir sur une fille qui se trouve sur leur chemin. Cette fille reprend sans peur le sac à main à ses gars sans même cligner des yeux. C'est comme si c'était juste une journée ordinaire pour elle. Cette fille est Shai, la célèbre chasseuse de Rantes. Elle est une célébrité, mais elle ne peut pas gérer toute cette attention. Ses fans deviennent fous d'elle et elle fait une sortie super dramatique. De retour dans le donjon, le groupe marche depuis 40 minutes maintenant et ils n'ont encore rien trouvé de précieux. Et le portail vers un donjon se ferme après 1 heure. Donc, ils n'ont encore que 20 minutes avant d'être complètement à court de temps. Jinwoo s'excuse auprès de Jui de l'avoir fait venir, à cause de son vote. Mais elle est plus en colère parce qu'il ne s'inquiète pas plus pour sa propre vie. S'il avait été poignardé juste un peu plus haut, il serait mort. Et en plus de ça, elle a eu du mal à soigner ses mains et ses pieds. Elle continue de le gronder, et il réalise que c'est seulement grâce à la guérisseuse de rang B qu'il peut survivre. Jinwoo se sent désolé, alors elle suggère qu'acheter un repas serait une bonne excuse. Notre garçon est surpris par sa franchise. Mais avant qu'ils ne puissent continuer leur discussion, l'équipe découvre la salle du boss. Il est inhabituel de trouver de telles portes massives, donc quelque chose semble suspect. Kim refuse de partir les mains vides et est déterminé à entrer avec les autres qui le rejoignent. Pendant ce temps, dans la ville, un groupe de chasseurs suit une orientation où ils regardent une vidéo de Gunny. Il explique que le portail du donjon existe depuis plus de 10 ans et qu'il y a encore de nombreux mystères à l'intérieur. Être chasseur est dangereux, même pour les plus expérimentés. Ils doivent donc toujours être prudents lors d'une mission de raid. Ils ne peuvent pas se permettre d'être arrogants, et la clé principale de la survie est une extrême prudence. Cependant, ce groupe dans le donjon semble avoir complètement oublié ces mots et entre dans une pièce mystérieuse et dangereuse et inexplorée. Ces gars agissent très naturellement, comme s'ils étaient dans une attraction de parc d'attractions, car ils n'ont jamais vu un donjon comme celui-ci auparavant. Les statues semblent anciennes et d'au moins 100 ans. Jinwoo est fixé sur la plus grande, et Jui commence à se sentir mal à l'aise à cause du silence étrange. Tout le monde se demande où est le boss, et Song-Chil fixe quelque chose qui ressemble à un cercle magique sur le sol. Son attention est attirée par une tablette avec des écritures anciennes.
contenant des commandements sur. Mais Song est plus préoccupé par autre chose. Ju-hee est certaine d'avoir vu les yeux de la statue géante bouger comme s'il la regardait droit dans les yeux. Jin-woo pense qu'elle est juste en train de perdre la tête. Mais tout le monde est choqué lorsque la porte se ferme soudainement. Un gars de l'équipe, qui ne voulait même pas venir au départ, réalise que quelque chose ne va pas et essaie de se sauver. Mais, de nulle part, l'une des statues lui tranche la moitié du corps en un instant. Tout le monde perd la tête. Car non seulement quelqu'un vient de mourir, mais il a été éliminé si rapidement que personne n'a une chance contre ce pouvoir. Notre garçon tourne son regard vers la statue principale, espérant qu'elle ne bouge pas non plus, mais à son horreur, elle le regarde. Nous jetons un coup d'œil au passé de Jin-woo. Ce gars traversait des situations de vie ou de mort sérieuses. Lors de sa première mission, il a été séparé de son équipe et attaqué. Une autre fois, il a failli mourir de faim en étant piégé dans un labyrinthe. Il a même été blessé par une créature magique faible et a fini à l'hôpital pendant des semaines. Même les donjons les plus mal classés posent une véritable menace pour ce gars. La plupart des chasseurs collectent des gemmes et les vendent pour acheter de meilleures armes, qu'ils utilisent pour abattre des bêtes plus coriaces et gagner des récompenses plus importantes. Mais pas Jin-woo. Il est coincé avec un petit couteau bon marché. Et si ce truc se casse pendant un combat, il se retrouve à se battre à main nue. Ses vêtements sont tous en lambeaux avec des trous. Il se fait constamment moquer par les autres. Il est coincé dans ce travail dangereux qui peine à payer les factures. Sa seule façon de survivre est de trouver des astuces astucieuses et d'étudier chaque petit détail autour de lui. Avançons dans le temps, Jin-woo sent le danger émanant de la statue géante, mais il ne peut pas prévenir les autres à temps. Cette géante tire un immense rayon de ses yeux, causant le chaos et la destruction. L'équipe est paniquée, incapable de comprendre ce qui se passe. Ju-hee tremble de peur et son ami Jin-woo se demande comment les choses ont pu en arriver là. Ils sont piégés sans issue et même si Jin-woo a de la chance cette fois-ci, il sait au fond de lui qu'il va finir par mourir tôt ou tard. Mais notre garçon espérait voir l'épisode de One Piece avant de mourir. Song-chil dit à tout le monde de rester en place car la statue frappera à nouveau s'il bouge. Jin-woo est trop terrifié pour bouger. Et Song remercie Jin-woo pour son avertissement précédent quand il crie à tout le monde de se baisser car il les a tous sauvés. Song est un gars vraiment costaud et Jin-woo est choqué de voir qu'il lui manque un bras. Jin-woo doit arrêter le saignement pour lui car Ju-hee est en train de paniquer et ne peut pas gérer la pression. Elle est une guérisseuse de rang B, mais sa peur la limite aux raids faciles seulement. Song a lui-même participé à de nombreux raids de rang B. Donc il peut dire que cette statue est d'un rang, voire même d'un rang S. La tablette avait des choses écrites sur le fait de louer Dieu ou de faire face aux conséquences. Donc Jin-woo se dit que cette statue doit être le Dieu dont il s'agissait. Nous découvrons ensuite que, il y a 10 ans, ces portes ont commencé à apparaître partout et ont amené toutes sortes de choses surnaturelles. Un des résultats de cela est que des gens éveillent des pouvoirs spéciaux appelés chasseurs. Leur travail est de vaincre des monstres dans les donjons, et une fois qu'un pouvoir de chasseur s'éveille, il reste le même. À l'école, la sœur de Jin-woo raconte à une fille comment son frère finit toujours par se blesser. Cette fille ne peut pas croire que Jin-woo est un chasseur et dit qu'elle serait un meilleur chasseur que lui. De retour dans le donjon, Song veut élaborer un plan pour s'échapper. Mais un homme devient impatient. Il vient de s'inscrire dans une guilde célèbre et ne veut pas mourir maintenant. Ce gars est convaincu que sa vitesse incroyable l'en sortira. Il a effectivement une vitesse folle car il se met à courir. Mais la statue le désintègre, ne laissant que ses pieds rapides derrière lui. Cela rend clair que cette statue pourrait les anéantir en un clin d'œil si elle le voulait. Et elle pourrait le faire facilement. Alors, pourquoi ne le fait-elle pas? Jin-woo réalise que cela doit avoir quelque chose à voir avec le premier commandement, qui est de louer Dieu. Jin-woo se lève. Ayant eu une idée, il affiche un regard déterminé sur son visage. Song est inquiet, mais émerveillé de voir que Jin-woo n'a pas abandonné l'idée de survivre à ce désastre, à en juger par le feu dans ses yeux. Jin-woo croise le regard de la statue et parvient à l'empêcher d'attaquer au tout dernier moment. Notre garçon comprend quelque chose et dit à tout le monde de s'incliner. Jin-woo pense que s'il montre un certain respect envers Dieu en gardant la tête basse, ces statues étranges n'attaqueront pas. Maintenant, tout le monde est trop damnément perdu pour proposer un meilleur plan. Alors, ils commencent tous à s'incliner devant la statue, terrifiés, espérant que cela sauvera leurs arrières. Mais les choses deviennent terrifiantes lorsque la statue fait une expression effrayante, bougeant malgré tous les conseils. Et il devient tout excité parce que la statue n'attaque plus. Et devinez quoi? Tout le monde suit son idiot de leader. Mais notre garçon dit qu'il n'y a plus à ce bazar. À ce moment-là, la statue fait un mouvement fou et se lève. Maintenant, le prétendu leader se tourne vers Jin-woo, espérant qu'il a un plan. Mais mince, notre garçon n'en a pas. Mais pour le fait qu'ils ne peuvent pas briser les commandements établis par la tablette. Le deuxième commandement dit qu'ils doivent louer Dieu, donc ce brave type aux longs cheveux s'avance et commence à prier cette maudite chose. Tout le monde pense que ça fonctionne alors que le monstre ralentit, mais Jin-woo sait mieux et révèle que les mots du type ne s'appliquent pas à ce dieu. Mais boum, la statue écrase le pauvre gars, et tout le monde perd la tête. C'est le chaos total. Une fille random se fait écraser, et tout le monde décide qu'il vaut mieux se disperser. Hark pense à sa famille et à comment il ne peut pas les laisser sans père, mais il fait le mauvais mouvement et se fait trancher par une autre statue.
Jinwoo court avec Jui, se creusant la tête pour trouver un moyen de louer ce dieu détraqué. Je veux dire, ce monstre est pratiquement le diable, alors comment diable trouver quelque chose à en louer? Mais notre héros sait qu'il ne peut pas simplement abandonner Jui parce que tout le monde autour d'eux tombe comme des mouches. Jin est en train de paniquer, cherchant un indice. Il vérifie tout ce que ces statues tiennent. Puis, il a une idée et dit à tout le monde de se diriger vers les statues qui tiennent des instruments. Donc tout le monde suit son exemple, et il devient clair que ces statues n'attaquent pas. Au lieu de cela, elles commencent à jouer de leurs instruments. Mais quand notre garçon arrive à sa statue, elle ne joue aucune musique, donc il comprend que ça ne fonctionne pas avec deux personnes. Jinwoo laisse Jui derrière, et cette statue commence à jouer sa mélodie. Il court pour trouver sa statue. Mais mince, il faillit se faire écraser. Et puis quelqu'un crie, parce que Jinwoo s'est retrouvé devant la mauvaise putain de statue. Elle frappe son bouclier juste au-dessus de lui, et Jui devient folle, criant pour Jinwoo. Notre garçon est toujours en vie, mais il est dans un état vraiment mauvais, déterminé à ne pas abandonner. Mais mince, ce géant est prêt à le finir une bonne fois pour toutes. Jinwoo n'est pas prêt à mordre la poussière, même si ce gros monstre écrase son pied. Mais devinez quoi? Juste à temps, une statue commence à chanter, et nous voyons que Jinwoo a atteint cette statue juste à temps. Il comprend enfin ce que cela signifie louer Dieu, et la grande statue se calme et s'assoit. Jinwoo dit à Jui qu'il va bien, mais elle est choquée de voir son pied arraché. Il essaie de la rassurer en lui disant qu'il ira bien, mais elle ne l'accepte pas. Elle est déterminée à le soigner, mais son propre corps commence à lui faire défaut. Tout le monde est choqué de voir comment ce putain de raid est allé directement en enfer. Un mec dit même à Song que perdre son bras était le karma pour les avoir conduits sur ce chemin détraqué en tant que leader. D'autres pensent que c'est un peu trop sévère, mais Song prend l'entière responsabilité. Mais Jinwoo est bien plus intelligent que tous ces idiots, parce qu'il sait qu'il n'y a pas de temps à perdre à se battre car il reste encore un commandement. Juste à ce moment-là, le géant élève un autel en plein milieu de la pièce. Jinwoo les connaît bien grâce aux légendes, où ils sont utilisés pour offrir des trésors et des sacrifices aux dieux. Le troisième commandement parlait de prouver sa foi en Dieu. Kim pense que le sacrifice doit être la vie de quelqu'un, et ils ne pouvaient pas penser à un meilleur candidat que leur leader. Ils ont tous vu leur coéquipier mourir. Et Song est le seul à blâmer. Alors Song s'avance vers cet hôtel. Mais Jinwoo fait remarquer que ce n'est pas entièrement de sa faute, puisqu'ils ont tous voté pour descendre là-bas. Puis le feu surgit, alors que Song s'approche de l'hôtel et il demande à Jinwoo s'il y a autre chose qu'il doit faire. Notre garçon, étant le plus intelligent et le plus courageux de tous, demande aux autres de l'aider à atteindre l'hôtel pour qu'ils puissent l'examiner. Jinwoo ne pense pas qu'il leur arrivera quelque chose de mal. Alors il y amène. Et que trouve-t-il? Il découvre que plus de flammes apparaissent. Song continue de pousser Jinwoo à donner des réponses. Mais il n'en a pas encore trouvé. Song explique que la porte est ouverte depuis une semaine entière. Donc les statues vont recommencer à bouger avant que quelqu'un ne vienne les sauver. Jinwoo se souvient qu'il faut 7 jours complets pour qu'une porte s'ouvre complètement. Et c'est ce qu'on appelle la rupture de donjon. Quand cela se produit, leurs bêtes peuvent traverser de notre côté. L'objectif principal de ces raids est de vaincre le boss du donjon et de fermer la porte avant que ce temps ne soit écoulé. Donc, s'ils ne peuvent pas battre ce boss maintenant, ce putain de géant va débarquer dans notre monde. Et ça, c'est carrément terrifiant. Dans leur monde, Gina va voir la mère de Jinwoo et elles commencent à discuter. Mais bon sang, leur mère est dans un état vraiment mauvais. Dans le donjon, Jinwoo dit aux trouillards du groupe de venir vers l'hôtel. Il prédit qu'ils ont besoin d'une flamme pour chaque personne. Une fois qu'ils le font, plus de flammes apparaissent et la putain de porte s'ouvre grand. Ils paniquent tous, pensant que cela pourrait être un piège. Et à leur grande surprise, les autres statues commencent à se déplacer vers eux. Tout le monde panique. Mais Jinwoo garde son calme et commence à analyser la situation. Ce génie est vraiment exceptionnel. Il dit à tout le monde de garder les yeux sur les statues car elles ne bougeront pas si nous les regardons. Tout le monde suit ses ordres et, à leur grande surprise, cela fonctionne. Tout le monde fait de son mieux pour garder les yeux sur ces statues terrifiantes. Mais alors, une fille cède à la peur et essaie de se précipiter vers la porte. Dès qu'elle traverse le cercle, sa flamme s'éteint, mais elle réussit à sortir par la putain de porte. Song-chil ne peut pas comprendre ce qui se passe. La porte s'est un peu fermée, mais la fille s'en est sortie. Il pensait que nous étions censés rester dans le cercle, donc naturellement, il se tourne vers Jinwoo pour des réponses. Jin était tout aussi confus, mais il recommence à analyser tout cela. Ces flammes bleues s'éteignent avec le temps. L'une des flammes s'est éteinte lorsque cette fille s'est échappée. Le premier ordre était de vénérer, le deuxième était de louer, et le troisième était de prouver notre foi. Jinwoo est absolument sûr que la porte doit être un piège. Cette situation est dangereuse à souhait, et elle nous perturbe, nous donnant de faux espoirs. Cela le fait se demander si c'est un test de notre foi en ce dieu. Jinwoo est jeté au sol alors que le prochain imbécile décide de prendre la fuite, et la même merde se produit. Sa flamme s'éteint, la porte se ferme un peu plus, et il semble s'échapper. Kim commence à penser à partir aussi, mais Jinwoo avertit tout le monde de ne pas bouger. Si quelqu'un d'autre part, nous n'aurons pas assez d'yeux sur les statues pour les empêcher de bouger. Il rappelle à tout le monde que tant que nous gardons les yeux sur ces statues et restons sur place, nous serons en sécurité.
Jinwoo montre encore une fois ses compétences en déduction, disant que les flammes bleues sont comme un putain de minuteur, et quand elles auront disparu, nous pourrons partir. Kim souligne qu'il y a aussi une chance que nous soyons piégés lorsque le minuteur arrivera à 0. Il admet qu'il ne s'attendait pas à ce que Jinwoo, le membre le plus faible, réussisse à ce point. Ils ne sont en vie que grâce à lui, mais Kim a une famille qui l'attend. Et il ne veut pas mourir. Il veut juste rentrer chez lui et ne peut pas risquer que Jinwoo ait tort. Kim s'excuse et sort en courant par la porte. Notre garçon n'aura pas assez d'yeux pour surveiller toutes ces putains de statues. Ces statues commencent à bouger à nouveau. Jinwoo n'est pas prêt à mordre la poussière ici cependant. Les choses sont pires que jamais. Mais il se rappelle qu'il a surmonté des situations difficiles auparavant. Mais bon sang, les choses sont pires que jamais maintenant. Mais Song Chiel dit choquant à Jinwoo et jouit de partir. Il prédit que tant qu'une personne reste près de l'hôtel, la porte restera ouverte. Et puisque Jinwoo et Jui ont de longues vies devant eux, il insiste pour qu'ils soient ceux qui prennent la fuite. Song-chil veut que Jui s'occupe de Jinwoo, mais la pauvre fille a des jambes giflées. Les choses ne pourraient pas aller plus mal, et Song réalise que Jui a dû se pousser trop fort pour guérir Jinwoo. Les choses sont allées à la dérive, alors Jinwoo dit à tout le monde de le laisser derrière. Juhi a besoin de quelqu'un pour l'emmener dehors, et Song est le seul avec 2 pieds valides. Juhi pense qu'elle devrait être celle laissée derrière, mais Jinwoo lui rappelle ce rendez-vous déjeuner qu'ils avaient prévu. Il lui donne son bijou pour qu'elle puisse se faire plaisir avec un repas, et promet de récupérer la monnaie lorsqu'ils sortiront tous de ce donjon. Jui ne l'abandonnera pas, mais Song s'excuse et la met KO. Il manque de temps. Il s'excuse aussi auprès de Jinwoo et s'enfuit avec Jui vers la sécurité. Notre garçon peut au moins trouver du réconfort en sachant qu'il est le seul à devoir mordre la poussière, et son seul regret est de ne pas avoir une meilleure putain de police d'assurance vie. Notre héros saisit une épée, déterminé à en emporter une de ses statues avec lui. Il leur dit de venir. Ces statues passent en mode sauvage, le déchiquetant alors qu'il se bat avec acharnement pour rester en vie. Jinwoo pense à combien il a toujours été le plus faible. Il est constamment moqué pour cela, mais il a toujours donné le meilleur de lui-même. Ces putains de statues ne lâchent pas, elles lui coupent le bras, et Jinwoo crie de pure agonie. Il est en colère parce que cela ne devrait pas se terminer ainsi après avoir mis tout son cœur et son âme pour essayer de devenir plus fort. Mais ces statues continuent d'infliger plus de douleur et le frappent encore plus. Mais malgré tous les revers, il ne peut s'empêcher de penser à tout ce qu'il a donné pour en arriver là. C'est un combattant, même avec juste une lueur de vie qui reste en lui. Il a ce désir brûlant de pousser un cri de pure colère. Mais il ne peut même pas faire ça alors qu'il est poignardé dans la poitrine. Jinwoo est au bord de la mort, mais on peut sentir la rage couler dans ses veines. Il commence à réfléchir à la façon dont les premières personnes qui ont fui n'étaient que des faibles. Ils prétendent qu'ils ne pouvaient plus le supporter, mais au fond, ils étaient juste égoïstes. Ces imbéciles ne pensaient qu'à eux-mêmes. Et ce sont toujours les plus égoïstes qui finissent par en tirer le meilleur parti. Cette pensée alimente encore plus la rage de Jinwoo. Il a une famille aussi, tout ce qu'il veut, c'est rentrer chez lui vivant, tout comme ses chanceux avant lui. La douleur est insupportable, et il commence à se demander si c'est une bonne chose qu'il soit le seul à devoir mourir. Dans son état meurtri, l'esprit de Jinwoo commence à vagabonder, et il réalise à quel hypocrite il a été. Il lutte pour reprendre son souffle, s'accrochant désespérément à la vie. Il ne veut pas mourir, mais la dernière attaque s'abat sur lui, et notre garçon souhaite qu'il puisse avoir une dernière chance. Et juste au moment où il semble que tout est fini, la dernière flamme bleue s'éteint, et cette notification mystérieuse apparaît de nulle part. Il s'avère qu'il a complété une quête secrète appelée Courage de la semaine. On lui offre l'opportunité de devenir un joueur. Le hic, c'est que s'il n'accepte pas, le cœur du joueur s'arrêtera en une fraction de seconde, donc pas le choix, et il appuie sur ce bouton oui maudit. Juste à ce moment-là, Jinwoo se réveille à l'hôpital, et il est complètement choqué de découvrir qu'il a toujours son bras. Il se souvient d'avoir été démembré et tout, mais le voilà, avec sa jambe intacte aussi. Pas de signe d'avoir été poignardé dans la poitrine non plus, alors il commence à penser, était-ce juste un rêve fou ? Et juste au moment où il se demande cela, un mec nommé Wu arrive et se présente comme le responsable de l'équipe de surveillance de l'association des chasseurs. Et ce type aux cheveux violets, oui, son nom est Kang, mais ils ne disent pas pourquoi ils sont là. Ils révèlent cependant que Jinwoo était inconscient pendant 3 jours d'affilée. Et tenez-vous bien, Juhi et Song ne sont pas morts non plus. Song a perdu son bras cependant, donc il pourrait devoir abandonner en tant que chasseur. Juhi est complètement perturbée mentalement, donc elle reçoit des soins psychiatriques. Mais ça ne semble pas trop bon mon gars, donc elle ne va probablement pas continuer en tant que chasseresse. Seulement 6 personnes ont survécu à ce fou double donjon qu'ils ont découvert. Être chasseur est toujours une affaire risquée, mais ce qui s'est passé ce jour-là était une véritable tragédie. Et voici le vrai casse-tête. Quand une autre guilde est arrivée plus tard après avoir été alertée par les survivants, et ils n'ont trouvé que Jinwoo. Aucun signe du temple ou de leur statue. Les survivants ont tous raconté la même histoire incroyable, ce qui est vraiment difficile à croire. Les histoires de tout le monde s'accordent parfaitement, donc personne ne les soupçonne. C'est une situation folle. Et maintenant, Wu a cette théorie, il regarde Jinwoo et lui demande s'il a un deuxième éveil. Wu explique que le pouvoir d'un chasseur est déterminé lorsqu'il s'éveille, et cela ne change pas après. Mais dans de rares occasions, un chasseur peut passer par un deuxième éveil.
Cet événement époustouflant peut les pousser au-delà de leurs limites précédentes, même jusqu'au rang or. Jinwoo est tout excité en pensant à cela, et Woo sort un appareil pour tester le pouvoir de Jinwoo. Woo pense que s'ils se sont vraiment retrouvés face à une bête magique de niveau instantané, comme l'ont dit les survivants, un chasseur de bas niveau n'aurait aucune chance. Et comme il ne reste aucune trace de monstre, l'explication la plus probable est le deuxième éveil de Jinwoo. Jinwoo est hyper excité d'entendre les résultats de son test de mana, mais mince, les résultats ne sont pas bons. Woo admet qu'ils ont fait une erreur, et ils partent. Il s'avère que Jinwoo n'obtient qu'un pauvre 10 au test. Même les rangs E obtiennent généralement au moins 70. Un score de 10 place Jinwoo dans le territoire des civils. Et pour couronner le tout, le donjon vient de disparaître, donc ils ne peuvent même pas enquêter sur la façon dont Jinwoo a survécu. Jinwoo est déçu par toute cette histoire, mais il ne peut s'empêcher de se demander pourquoi ces gars-là n'ont pas demandé à propos de la chose qui flotte dans l'air. Il panique, se demandant s'il est le seul à pouvoir voir cela, puis il réalise que c'est comme un écran tactile ou quelque chose comme ça. Jinwoo se souvient avoir reçu un message à propos de devenir un joueur, mais sa sœur interrompt ses pensées. Elle s'inquiète pour lui, alors il s'excuse et demande si elle peut voir le panneau. Elle ne peut pas le voir. Alors il lui demande si elle sait comment ouvrir des messages dans les jeux en général. Gina pense qu'il est devenu fou, mais notre garçon lui rappelle qu'elle était autrefois une joueuse. Elle lui donne la réponse évidente, disant qu'il doit juste vérifier sa boîte de réception. Juste à ce moment-là, une notification apparaît disant que Jinwoo a une quête quotidienne, qui concerne l'entraînement de force. Après le départ de Gina, notre héros ouvre une tonne de ces panneaux. Ils expliquent que le système est là pour aider le joueur à s'améliorer, et que s'il ne suit pas cela, il y aura des conséquences. Ils lui ont également envoyé quelques récompenses, mais Jinwoo n'a aucune idée de ce que cela signifie. Jinwoo accepte sa quête quotidienne, qui définit un tas d'objectifs comme des pompes, des abdominaux, des squats et de la course. Mais s'il échoue à compléter la quête, il va être pénalisé. Jinwoo commence à se demander si tout ça n'est pas une blague, puisqu'il est coincé à l'hôpital et qu'il n'a pas d'énergie pour toutes ces conneries. Dehors, Woo dit au président que Jinwoo n'a pas eu de deuxième éveil. L'incident reste un mystère, donc ils vont le marquer comme un cas spécial et l'examiner de plus près. Pendant ce temps, Monsieur Choi dit à Chae qu'elle va faire partie d'un raid de rang B en tant qu'instructrice. Ce raid va tester et former les recrues, et il ne peut pas penser à un meilleur instructeur qu'elle. Chae doute de ses compétences d'enseignement, mais Monsieur Choi lui dit de simplement se battre comme elle le fait toujours. Et tout le monde va apprendre en la regardant. Il continue d'expliquer que la guilde des chasseurs est l'une des 5 meilleures guildes du pays. Mais ils ne sont rien de spécial sur la scène internationale. Les chasseurs ne peuvent pas monter en niveau par eux-mêmes, mais ils peuvent améliorer leurs compétences de combat collective. Quelque part ailleurs, une autre porte s'ouvre, et les observateurs se demandent tous « Putain, quand est-ce que les chasseurs vont apparaître ?» À l'hôpital, Jinwoo s'endort alors que l'horloge atteint minuit. Puis une notification apparaît, disant qu'il n'a pas terminé sa quête. Et soudain, le sol commence à trembler comme un fou. Jinwoo est terrifié lorsqu'il se retrouve au milieu d'un putain de désert. Et pour aggraver les choses, il y a ce monstre chenille géant et creepy juste devant lui. Mais soudain, une autre notification apparaît, disant qu'il a une quête de pénalité et qu'il doit survivre pendant 4 heures. De retour à l'hôpital, les infirmières se demandent où diable est Jinwoo, car il est introuvable. Elles ne savent pas que notre héros est coincé dans une autre dimension, courant pour sa putain de vie. Le truc de chenille géante se rapproche de lui et il se dit « Oh, merde !» Parce qu'il n'y en a pas qu'un seul. Et si cela ne suffisait pas, Jinwoo a encore 2 heures pour retourner à l'hôpital. Les infirmières continuent de le chercher, elles sont toutes inquiètes. Pendant ce temps, le pauvre Jinwoo court comme un fou, sachant qu'il manque de temps. Les chenilles se rapprochent de plus en plus, mais juste au moment où l'horloge atteint la limite, Jinwoo se retrouve de retour à l'hôpital. La notification confirme qu'il a complété la quête de pénalité, mais Jinwoo est tellement épuisé qu'il finit par vomir et s'évanouir. Il reçoit une autre récompense, mais il est inconscient et n'en a aucune idée. Plus tard, Jinwoo dit à sa sœur qu'il guérit bien et qu'il pourrait rentrer chez lui bientôt. Alors il s'habille dans son joli survêtement et sort. Là-bas, Jui reçoit une demande de rejoindre un raid, car une porte de rang D est apparue. Les autres guildes sont occupées, et Jui n'arrive pas à se résoudre à accepter d'y aller. D'autre part, Jui reçoit de bonnes nouvelles. Jinwoo s'est réveillé de son coma. Jui est toute nerveux et tout en allant lui rendre visite, mais les infirmières disent qu'il recommence à courir. Comme chaque jour depuis qu'il s'est réveillé. Dehors, Jinwoo pense à combien de jours se sont écoulés depuis son réveil, et il a appris quelque chose. Tout d'abord, ces fenêtres pop-up qu'il a vues sont réelles, pas des hallucinations folles. Et quand il complète sa quête quotidienne, il reçoit 3 types de récompenses. L'une est la récupération complète, qu'il utilise maintenant pour se débarrasser de toute cette fatigue accumulée à courir. Ensuite, il y a les points de capacité, qu'il peut utiliser pour améliorer ses compétences. Actuellement, notre garçon peut totalement sentir la différence. Il a maintenant un pouvoir sérieux, donc ce type
Jinwoo a des compétences de fou avec les écrans d'inventaire. Jinwoo prend un moment pour réfléchir à combien sa vie est devenue étrange et souligne que c'est comme un foutu jeu vidéo. Mais pendant qu'il jouait avec ses écrans, tout le monde autour de lui le regardait avec étonnement. Quoi qu'il en soit, ce gars termine sa quête quotidienne et reçoit une boîte de butin aléatoire en récompense. Et devine quoi? Le butin d'aujourd'hui est une clé mystérieuse. D'habitude, il reçoit juste des trucs inutiles comme des stylos et des bandages. Donc cette clé est une totale surprise. Ensuite, il reçoit une notification disant que la clé sert à se téléporter dans un donjon instantané, avec un emplacement et tout. Maintenant, Jinwoo ne sait pas ce qu'est un donjon instantané, mais d'après tout ce qui se passe, il pense que c'est une sorte d'événement pour l'aider à devenir plus fort. Dans ce monde, ces choses appelées portes s'ouvrent tout le temps, et ils reçoivent même un rapport d'actualité pour les suivre. Jinwoo va voir sa mère et se souvient quand il l'a trouvée évanouie. Il s'avère qu'elle a une maladie du sommeil appelée repos final, qui est apparue avec l'apparition des portes. Certaines personnes disent que c'est à cause de l'exposition constante au mana. La médecine moderne ne peut pas faire grand-chose, à part les maintenir sous assistance vitale. Jinwoo a travaillé dur pour gagner assez d'argent afin de devenir chasseur et pouvoir payer le traitement de sa mère. Il a dit à Gina qu'il pourrait bientôt se permettre le traitement de leur mère, mais elle avait une peur bleue de la dangerosité d'être chasseur. Jinwoo essaie de la rassurer en lui disant que tout ira bien à partir de maintenant et lui demande de lui faire confiance. Mais bon sang, il est clair qu'il est inutile dans un combat et il ne reçoit rien des récompenses à cause de ça. Mais les choses sont différentes maintenant. Jinwoo s'entraîne dur pour renforcer son corps, investissant tous ses points de capacité dans la force. Il montre même une pomme qu'il écrase pour montrer ses progrès. Ce gars est déterminé à devenir plus fort et ne prend pas de merde. Alors il se dirige vers l'emplacement de la notification de la clé, complètement préparé à tout ce qui arrive. Et si les choses deviennent trop réelles comme lors de ce raid, il n'hésitera pas à s'enfuir. Quand Jinwoo sort sa clé, bam! Un putain de trou de serrure apparaît de nulle part. Jinwoo utilise la clé pour le déverrouiller et boum, la porte mystérieuse d'Ulm apparaît. Alors il la traverse et devine quoi? Une notification s'affiche disant qu'il est dans un donjon instantané. La sortie est scellée, mais les gens ordinaires ne s'en aperçoivent même pas. Il s'avère que cet endroit est comme une autre dimension, et ces donjons instantanés ne ressemblent pas à vos donjons ordinaires. Il pense que c'est un peu comme une porte rouge, mais il n'a pas beaucoup d'infos sur celle-là puisqu'il n'en a jamais visité. Jinwoo réalise qu'il ne peut pas juste fuir comme il l'avait prévu, et puis une autre notification apparaît. Elle dit que le seul moyen de sortir de cet endroit est de battre le boss ou d'utiliser une pierre de téléportation. Jinwoo n'a même pas pu abattre une bête de rang E auparavant. Et maintenant, je dois nettoyer tout un donjon instantané tout seul. Il se demande s'il est vraiment à la hauteur. Mais il se dit qu'il n'a pas le choix. Alors il commence à se frayer un chemin. Mais bon sang, la confiance de Jinwoo commence à s'effondrer très rapidement. Et ce n'est pas sans raison. Parce qu'une bande de gobelins apparaît juste devant lui. Jinwoo a un flashback du moment où il a été poignardé. Et ces gobelins se jettent sur lui. Ces petites créatures sont implacables. Ils frappent et chargent comme des fous. Mais Jinwoo fait un bon travail pour les esquiver et les bloquer. Mais bon sang, il finit par être submergé. Mais tu sais quoi? Jinwoo est en colère et poignarde directement l'un de ces gobelins. Il se sent plus confiant après ça. Alors il élimine les deux autres comme si de rien n'était. Jinwoo peut sentir qu'il devient plus fort. Mais tout à coup, cette bête apparaît. Elle brise son fichu poignard comme s'il était en verre. Jinwoo peut sentir que ce monstre est beaucoup plus fort que les gobelins. Alors que cette créature le fixe, ses jambes se figent. Il se dit, qu'est-ce qui se passe? Ai-je peur? Parce qu'il ne pensait pas être traumatisé par le raid. Mais ses jambes continuent de trembler et ce monstre commence son attaque. Jinwoo l'esquive à peine, mais il parvient à le griffer. Il n'a pas de guérisseur avec lui, donc s'il se blesse à nouveau, c'est la fin pour lui. Ce monstre pousse un hurlement et charge droit vers Jinwoo. Jinwoo esquive comme un ninja. Il ne peut pas croire à quel point il se sent léger. Le monstre essaie de l'attaquer à nouveau, mais Jinwoo n'accepte plus ça. Il en a fini d'être une proie facile et décide de donner un coup de poing puissant. Bon sang, il ne peut pas croire à quel point il se sent plus fort après avoir renforcé sa force. Certes, le monstre a toujours l'avantage, mais Jinwoo ne va pas abandonner sans se battre pour sa vie. Ses attaques ne font pas grand-chose cependant, donc il doit se concentrer sur l'évasion des coups du monstre. Maintenant, Jinwoo est perdu quant à ce qu'il doit faire ensuite. Il réalise qu'il ne peut pas gérer ça tout seul, alors il s'enfuit parce qu'il n'a pas de groupe ni de guérisseur. Tout ce qu'il a dans son sac, c'est de l'eau et de la nourriture, et il souhaiterait avoir une arme avec un peu de magie. Mais ensuite, Jinwoo a une idée brillante. Il vérifie son inventaire et sort une épée à la dernière minute. Et boum! Il tranche ce monstre en deux avec une épée. Jinwoo n'a aucune idée de comment l'épée s'est retrouvée là, mais il se souvient que Kim a dit qu'il avait dépensé 3 millions pour ça. C'est une arme que Jinwoo ne pourrait jamais se permettre. Mais qui s'en soucie? C'est une urgence. Alors il décide d'en tirer le meilleur parti. La douleur du combat commence à s'estomper, mais ensuite, deux autres de ces fichus monstres apparaissent. Jinwoo n'a plus peur maintenant, car il a son arme. Mais bon sang, l'épée est coincée. Il panique, essayant désespérément de l'arracher, pendant que les monstres se rapprochent. Juste à temps, il réussit à le libérer.
Jinwoo donne un coup de pied à l'un des loups, mais mince, l'autre a des crocs en acier. Il donne un coup de pied à ce sale type et lui dit de trouver autre chose à mâcher, parce qu'il vient d'obtenir son épée. Il abat ce monstre, et maintenant, il n'en reste qu'un. Mais Jinwoo se dit que ces choses ne sont rien comparées à la statue géante. Maintenant, tout ce que Jinwoo doit faire, c'est faire le dur, et le loup restant s'enfuit comme un peureux. Quand il finit par avoir une pause, Jinwoo réalise qu'il a atteint le niveau 2, quelque chose qui n'est jamais arrivé avec ses quêtes quotidiennes. Il pense que c'est parce que c'était un vrai combat, et il réalise que toutes ses statistiques augmentent d'un quand il monte de niveau. Donc, il obtient 5 points grâce au vrai combat, tandis que les quêtes quotidiennes ne lui donnent que 3. Combattre est plus efficace, sans aucun doute. Il n'est pas sûr exactement de combien un point fait la différence, mais Jinwoo est certain que la force est la statistique la plus importante de toutes. Il l'a à 32 maintenant, et il se sent comme s'il marchait sur un nuage. Il pense que plus ses capacités de base augmentent, plus il gagnera de points. Notre garçon est plus motivé que jamais maintenant qu'il a trouvé un moyen de devenir plus fort. Alors il va vérifier la bête pour des pierres d'essence, mais mince, il obtient des objets à la place. Comme dans les jeux, Jinwoo pense que ce donjon et les bêtes magiques à l'intérieur sont différentes de celles dans les portes. Et devinez quoi ? Il est choqué de découvrir que son système a une putain de boutique. Mais son niveau est trop bas pour acheter quoi que ce soit. Au moins, il peut vendre des trucs. Le gars réussit à obtenir 20 pièces d'or pour une dent. Jinwoo n'est pas sûr de combien cela vaut, mais il se rappelle qu'il est dans un donjon de rang E, donc ça ne vaut probablement pas grand chose. Maintenant, Jinwoo réfléchit à ce qu'il doit faire ensuite. Il ne peut pas partir tant qu'il n'a pas battu le boss, et il n'a aucune idée de où trouver une pierre de téléportation. Pour aggraver les choses, s'il reste trop longtemps, il va manquer de nourriture. Il sait très bien qu'il ne peut pas abattre un boss en ce moment, même si c'est juste de rang E, donc il se demande s'il devrait monter de niveau en premier. Juste à ce moment-là, l'esprit de Jinwoo est bouleversé quand une meute entière de loups apparaît. Jinwoo se dit de ne pas avoir peur parce qu'il sait déjà ce que c'est que de mourir. Cette fois, il se lance droit vers ces loups et commence à les trancher comme de la viande. Jinwoo promet qu'il ne va pas tomber facilement, mais il sait que ces loups ne vont pas abandonner non plus. Ce type devient un peu fou parce qu'il veut que le combat dure et soit intense. Il veut juste devenir plus fort, donc il va suivre toutes ces règles ridicules du système. Jinwoo découpe tous les monstres, et des notifications apparaissent partout comme des folies. Quand il a fini, il reçoit une dernière notification disant qu'il est maintenant l'assassin loup. Dehors, des gens passent près d'un portail, et il souhaiterait que cette maudite ville fasse enfin quelque chose à ce sujet. À l'intérieur du donjon, Jinwoo est épuisé, et il réalise que son épée est sur le point de rendre l'âme. Juste à ce moment-là, il reçoit une notification expliquant les avantages d'être un assassin loup. Jinwoo obtient un boost de 40% à toutes ses capacités lorsqu'il combat des monstres de type animal. Et devinez quoi ? Quand il vérifie son inventaire, il trouve tout un tas de crocs et un manteau. Mais voici le vrai coup de théâtre. Il trouve aussi une pierre de téléportation. Jinwoo pense à l'utiliser pour s'en tirer, mais il hésite, parce qu'il pourrait ne jamais avoir une chance aussi facile de devenir plus fort. Il n'a aucune idée de ce qui va arriver à ce donjon quand il part. Il pourrait tout simplement disparaître dans les airs. Cela pourrait être comme un événement limité dans un jeu et disparaître sans laisser de traces. Face à cette décision difficile, Jinwoo décide de continuer à avancer. Pendant ce temps, Jui reçoit un appel de l'association des chasseurs disant qu'il y a eu une rupture de donjon à un portail voisin. Il manque de guérisseurs, donc ils ont besoin de son aide. Jui se sent coupable parce qu'elle les a refusés auparavant. Mais maintenant elle se dit « Mince, Jinwoo a travaillé dur, je dois me lever ». Alors que Jinwoo se bat encore dans le donjon, il réalise que plus son niveau augmente, plus il est facile de botter le cul des monstres. De plus, le texte les décrivant commence à changer de couleur. Le blanc signifie qu'ils sont faibles comme tout, l'orange signifie qu'ils sont à la hauteur avec lui, et le rouge signifie qu'ils sont sérieusement forts. Ces loups qui étaient rouges avant, maintenant, ils sont blancs. Cela signifie que Jinwoo a sérieusement monté de niveau comme s'il était devenu une bête. Jinwoo sait qu'il y a ce monstre qui rôde en bas qu'il ne peut pas affronter à son niveau actuel. Ses compétences de perception sont maintenant au top, et il peut sentir quelque chose de carrément terrifiant là-bas. Ce monstre est tellement puissant qu'il lui donne des frissons. L'épée de Jinwoo est presque finie, et il ne voit plus de place pour monter de niveau dans cette zone. Mais son objectif principal est de devenir plus fort, donc Jinwoo décide simplement de descendre ces maudites escaliers. Quand il atteint le bas, bam, quelque chose l'attaque à la vitesse de l'éclair et il a à peine le temps de réagir. L'épée de Jinwoo se casse en deux, et ce serpent massif apparaît devant lui. Merde, l'esprit de Jinwoo est bouleversé, car même avec tous ses niveaux, le nom de cette bête est toujours orange pour lui, ce qui signifie qu'elle est incroyablement difficile à battre. Il est cristal clair que ce serpent est le boss et qu'il n'y a aucune chance que son épée puisse percer ses écailles épaisses. Il sait pertinemment que se battre sans armes serait une sentence de mort.
Donc, quand le serpent attaque, Jinwoo se donne à fond avec son épée. Ce serpent colossal sait comment donner un coup dur, donc Jinwoo doit trouver un moyen de contourner ses défenses. Mais mince, l'armure de ce truc est vraiment dure, alors tout ce que Jinwoo peut faire, c'est courir pour sauver sa vie. Le serpent fouette sa queue comme un vrai badass, et Jinwoo sait qu'il est foutu s'il se fait toucher. Il fait de son mieux pour se protéger, mais il subit de sérieux dégâts. Cette créature ne lâche pas prise. Jinwoo est projeté comme une poupée de chiffon et il a même un train lancé sur lui. Notre garçon pensait être devenu plus fort, mais ce n'était pas suffisant. Le train le frôle à peine sans le écraser et Jinwoo commence à se remettre en question. Combien plus fort doit-il devenir avant de ne plus être le bouffon? Il se souvient quand les gens l'appelaient le chasseur le plus faible de tous les temps, et cela le frappe durement. Sang était celui qui a tout révélé et il a encouragé Jinwoo à prouver qu'ils avaient tort. Alors que ce serpent l'accable avec sa puissance folle, le projetant dans une toute nouvelle zone, Jinwoo a une épiphanie. Il a été coincé avec ce surnom parce qu'il était faible, la même raison pour laquelle il a été moqué. Jinwoo jette un second regard et réalise que ceux qui ont une force incroyable ont toujours l'avantage dans n'importe quelle situation. Mais les impuissants n'ont rien à faire autour des forts, sauf trembler de peur et rester là comme des perdants. Les faibles sont toujours méprisés. Vous pouvez être intelligent, créatif et attentionné, mais quand vous faites face à une force sérieuse, rien de tout cela ne sauvera votre pauvre derrière. Jinwoo comprend que la gentillesse ne l'emmènera nulle part, donc il doit se durcir. Avec cette détermination nouvellement trouvée, Jinwoo saute directement sur ce serpent. Le monstre féroce le jette, mais Jinwoo se jure de devenir plus fort. Et soudain, son corps commence à briller. Jinwoo évite à nouveau le serpent comme un chef et le frappe avec son épée, mais il est encore plus déterminé maintenant. Il compare ce qu'il ressent en ce moment à la terreur qu'il a ressentie lors de ce raid et déclare que cela va être bien plus facile que ce jour-là. Jinwoo exécute ce mouvement incroyable, utilisant son épée pour monter à nouveau sur le serpent, mais il le rejette ensuite de côté, tout tremblant, et attrape cette bête à main nue. Jinwoo admet qu'il s'est concentré intensément sur l'amélioration de sa force depuis qu'il a obtenu ce système de niveau. Il décide donc de s'appuyer sur cela maintenant et commence à écraser les écailles du serpent. Le serpent essaie de le secouer, mais il est trop tard car Jinwoo sait qu'il peut tuer cette créature. Jinwoo exige carrément que le serpent meure, utilisant sa force physique incroyable pour le vaincre. Puis boum, il reçoit une notification disant qu'il a monté de niveau plusieurs fois et notre héros éclate de rire. Il se dit « Mince, je suis vraiment devenu plus fort ». Nous voyons les conséquences de cette bataille épique. Une autre notification explique qu'il vient de botter le derrière du roi des marais. Il obtient ce poignard badass fait des crocs du serpent, qui est 2 fois plus puissant que l'épée de Kim. Il a même des effets de paralysie et de drain. Oh! Et il reçoit aussi cette potion toxique qui rendra sa peau dure comme des clous, mais endommagera ses muscles de façon permanente. Maintenant, le donjon se transforme en gare et Jinwoo réalise qu'il a battu tout ça tout seul. Il se promène avec son épée cassée, mais il n'y a personne en vue. Un soldat dit à Jinwoo de trouver refuge, mais il comprend rapidement que Jinwoo est un chasseur. Le soldat dit « Désolé, allons botter des fesses ensemble ». Il y a des monstres partout, donc Jinwoo se dit que ça doit avoir été une rupture de donjon et qu'une bête magique est sortie d'un portail. Le soldat dit qu'ils ont géré la plupart de la situation, mais il reste encore un énorme monstre badass. La capacité de perception de Jinwoo a explosé et il peut sentir où se trouve le boss. Nous voyons ce massif golem tout détruire et les gens ont super peur que ça empire. Les chasseurs ont du mal à se battre et le leader dit aux soigneurs de se concentrer sur le maintien en vie de leur tank. Les soigneurs disent tous « Nous faisons notre boulot ». Et le tank se demande ce que font même les dealers de dégâts. Les dealers de dégâts donnent tout ce qu'ils ont, mais la défense du golem est insane. Et pour aggraver les choses, ils n'ont pas assez de chasseurs capables d'utiliser la magie. Jinwoo analyse la situation avec expertise et réalise que ce groupe de chasseurs a été formé à la hâte. Pas étonnant qu'ils ne travaillent pas ensemble. Il utilise à nouveau sa perception et voit leurs rangs, 2 rangs hauts et 2 rangs D. L'un de ces rangs D est un tank, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas abattre le golem. Cette bataille dure depuis un bon moment. Et puis il regarde les soigneurs et est choqué de voir que Jouy en fait partie. Un des chasseurs dit à Jouy de se joindre à eux et d'aider. Elle lui rappelle qu'elle est censée être une soigneuse de rang B. Mais ensuite, elle sort de sa peur et lance un sort. Et les chasseurs disent « Reste concentrée, fille ». Mais pauvre Jouy ne peut pas se débarrasser de ses souvenirs effrayants de la statue géante. Alors elle perd à nouveau sa concentration. Jinwoo remarque qu'elle est toujours perturbée. Mais il ne lui en veut pas, car il ressent la même chose. Puis il réalise que les choses ont en fait changé. Ce golem est un boss D de faible niveau, bien plus faible que celui qu'il vient de combattre. Les chasseurs commencent à paniquer parce qu'ils perdent rapidement la bataille et ils réalisent qu'ils n'ont aucune chance sans un chasseur de rang supérieur.
C'est à ce moment-là que Jinwoo se prépare à attaquer. Jinwoo prévoit de leur prêter main forte en utilisant une attaque suffisamment forte pour percer la pierre. Jinwoo lance son épée cassée avec une telle force qu'elle brise complètement le bouclier du golem, et les chasseurs commencent à crier contre lui. Ils n'arrivent même pas à le toucher et parviennent à le faire tomber. Ils n'arrivent pas à croire qu'ils l'ont réellement fait, mais le gars du tank n'est pas convaincu. Il dit qu'aucune de nos attaques ne faisait quoi que ce soit avant. Qu'est-ce qui a bien pu briser la défense de ce truc? Il est certain que ce n'était aucun d'entre eux, car il ne pouvait même pas égratigner ce maudit truc. Puis il aperçoit l'épée gisant à proximité et met 2 et 2 ensemble. Il réalise que cette épée était la raison, mais il ne peut pas y croire. Je veux dire, c'était un golem de niveau boss que même 10 chasseurs ne pouvaient pas toucher. Et maintenant il est abattu par une vieille épée usée. Il demande si quelqu'un a vu qui a lancé l'épée. Le soldat explique que c'était le pêcheur qu'ils ont amené avec eux. Mais voici le hic, le chasseur a disparu, et le tank regarde avec une incrédulité totale. Cette personne avait un pouvoir de niveau supérieur, et il ne peut s'empêcher de se demander quel était le rang de ce chasseur mystérieux. Jinwoo s'est éclipsé de la zone pour garder son pouvoir discret, et il se dit qu'il ne pensait pas qu'une seule attaque ferait autant de dégâts. Joey ne réalise peut-être même pas l'étendue de son pouvoir, car il pense que le monstre devait être sérieusement abîmé avant qu'il ne frappe. La bataille est finie, et Joey se demande si c'était Jinwoo qui a fait le nécessaire. Un certain temps passe, et nous voyons les infirmières à l'hôpital parler de manière informelle du rang de Jinwoo. Elles parlent toutes de son apparence assez moyenne, mais bon sang, ce type est vraiment musclé. Dans la chambre de Jinwoo, notre garçon s'entraîne dur, s'accrochant à sa routine quotidienne d'entraînement. Ses infirmières en chaleur ne cessent de parler de lui. Elles n'arrivent même pas à croire à quelle vitesse il s'est transformé. Une pauvre infirmière tombe complètement sous le charme de Jinwoo lorsqu'elle le surprend après son entraînement, et elle ne peut s'empêcher de fixer son corps musclé. Aujourd'hui, c'est le jour où Jinwoo sort de l'hôpital. Alors cette infirmière désespérée demande son numéro. Mais Jinwoo n'est pas encore tout à fait là. Il est encore coincé sur le fait qu'il pense qu'elle veut juste lui envoyer des résultats de test après sa sortie. Dans les nouvelles, nous retrouvons Beak, ce chasseur de Ranès qui a abattu les géants fourmis. Il est l'un des seuls 7 chasseurs de Ranus dans le pays et nous donne un aperçu de la vie d'un chasseur d'élite. Il explique qu'il doit s'entraîner comme un bête chaque jour quand il ne raide pas des donjons. Même la plus petite erreur pourrait entraîner des blessures pour ses amis, donc il doit rester en forme, sans aucun doute. Gina remarque que Jinwoo est maintenant sérieusement musclé et a même grandi. Jinwoo rappelle à sa sœur distraite de prendre un parapluie pour l'école et la met en route. Quand il est seul, Jinwoo se dit qu'il peut faire son jogging plus tard et se demande si ses nouveaux gains sont dus à ses statistiques boostées. Il pense que s'il maintient ce rythme, il pourrait devenir un énorme culturiste. Jinwoo commence à réfléchir à la manière d'allouer les nouvelles statistiques qu'il vient d'obtenir. Le gars est maintenant au niveau 18. Il est maintenant au niveau 18. Il sait que la force augmente ses dégâts, mais il sait aussi que c'est inutile s'il ne peut pas toucher. En plus de la vitalité, de la perception et de l'agilité, il a aussi cette statistique d'intellect. Il pense que cela doit avoir quelque chose à voir avec la magie, mais il n'est pas sûr d'en avoir besoin. Jinwoo prend sa décision et investit tous ses points dans la force et la perception. Juste à ce moment-là, Jinwoo reçoit un appel de son propriétaire, qui lui rappelle qu'il n'a pas payé le loyer du mois dernier. Heureusement pour notre héros, il est devenu beaucoup plus fort, et abattre des gobelins est maintenant un jeu d'enfant. Cela signifie que gagner de l'argent est plus facile, mais il y a un problème. Pour gagner beaucoup d'argent, il doit s'attaquer à des portes de niveau supérieur, mais personne ne laisse un chasseur de rang E passer ces portes. Jinwoo pense à faire réévaluer son rang, mais c'est un énorme risque. Les rééveils sont extrêmement rares et personne n'a jamais vu un chasseur monter de niveau et continuer à devenir plus fort comme lui. Jinwoo décide de garder ses pouvoirs sous silence pour l'instant, jusqu'à ce qu'il puisse se défendre et en apprendre davantage sur ce qu'il peut faire. Puis, tout à coup, Jinwoo est choqué par une offre d'emploi et s'enfuit. Le gars s'entraîne quotidiennement pour obtenir une récompense, et il se connecte avec un chasseur nommé Hung. Hung s'excuse auprès de Jinwoo, car son équipe pense qu'il est le chasseur le plus faible de tous les temps. Mais Jinwoo reste calme et ment, disant qu'ils n'ont pas tort. Hung explique qu'ils se dirigent vers un donjon de rang C, mais qu'ils ont besoin d'au moins 8 personnes pour entrer. Ils ont besoin de Jinwoo pour atteindre ce quota, même s'il n'est qu'un rang E. Mais Jinwoo ne va pas se battre. Hung dit que vous ne recevrez aucune récompense non plus, mais nous vous donnerons 2 millions de yuan. Notre héros évalue la situation et voit qu'ils ont 4 rangs C et 2 rangs D. Jinwoo accepte de rejoindre, et Hung explique que son rôle sera de transporter des fournitures. Ils ne doivent pas avoir de soigneurs, parce qu'ils doivent transporter des fournitures médicales. Hung ajoute qu'il est difficile pour les groupes indépendants de trouver des soigneurs. Jinwoo est un peu inquiet, parce que ce groupe est rempli de tanks et de dealers de dégâts. Mais il se dit, tant pis, je vais signer le contrat de toute façon.
Un chasseur de randée de 20 ans nommé Léo a été introduit, et Jinwoo pense qu'il doit venir d'une famille riche étant donné son équipement flamboyant. Léo se demande si Jinwoo peut supporter de traîner tous ces lourdes fournitures, mais Jinwoo lui assure qu'il ira bien. Léo n'a aucune idée que Jinwoo est une bête, et il se trompe s'il pense que Jinwoo peut porter tout ce lourd matériel. Léo commence à parler du président supervisant le chantier, racontant comment le gars a quitté la ville après avoir escroqué 900 milliards de yuan, laissant tout le monde stupéfait. Ils arrivent tous à cette foutue porte massive et commencent à se demander si c'est vraiment juste un donjon de rang C. Léo se demande s'ils vont s'en sortir. Alors Jinwoo explique que la taille de la porte n'est pas si importante. Ce qui compte vraiment, c'est la puissance magique qui s'écoule de l'intérieur, et c'est ce que l'association des chasseurs utilise pour attribuer des rangs. Tout ce qui est au-dessus d'un rang B, les grandes guildes s'en occupent. Donc ce donjon de rang C ne devrait pas être trop difficile. Jinwoo sait tout cela parce qu'il est chasseur depuis un certain temps, mais il réalise qu'il n'a jamais réellement affronté un donjon de rang C auparavant. Ils franchissent la porte et utilisent la lumière pour vérifier les lieux. Mais bon sang, ils sont choqués de découvrir qu'il n'y a pas de créatures magiques à l'intérieur. La plupart des donjons sont éclairés par des pierres lumineuses, mais celui-ci est complètement noir. L'obscurité rappelle à Jinwoo l'entrée de ce temple. Alors il commence à parler à Léo de toutes sortes de pierres. Il y a ces pierres d'essence que les chasseurs prennent aux bêtes magiques, des pierres de mana qui peuvent être extraites des donjons, et des pierres lumineuses qui éclairent les foutues grottes. Jinwoo coupe rapidement le bavardage de ce gamin et révèle l'existence de certaines bêtes magiques folles qui rôdent dans ce donjon. Elle garde un profil bas pour l'instant, mais notre garçon a un pressentiment. Il pense que ces bêtes sont comme des insectes et le dit à tout le monde. Tout le monde panique lorsqu'ils réalisent qu'ils sont coincés dans un nid de fourmis et peuvent entendre ces monstres se rapprocher. Jinwoo dit que les bêtes sont au-dessus d'eux. Alors l'équipe commence à attaquer comme des fous. Hung s'avance et utilise sa compétence de provocation pour attirer la plupart de l'aggro. Et Jinwoo est impressionné par leur chef badass qui est de rang C. Léo veut rejoindre le combat, mais leur mage le retient, en disant qu'il a un tour dans son sac. Après un compte à rebours plein de suspens, le mage libère une explosion maléfique. Jinwoo réanalyse la situation et il peut voir que ses chasseurs ont une bonne cohésion d'équipe. Quant à Léo, son équipement compense son manque de compétences. Ils se débrouillent tous, mais Jinwoo a ce sentiment lancinant que quelque chose ne va pas. Il détruit discrètement une des fourmis et le combat se termine peu après. Hung déclare leur victoire et tout le monde prend sa part du butin, sauf Jinwoo. Hung félicite Jinwoo de les avoir sauvés d'un tas de problèmes en repérant ses fourmis. Jinwoo répond qu'il a juste suivi son instinct. Mais ensuite, Hung remarque que certaines des fourmis étaient abîmées, et ce n'était pas à cause des épées ou de la magie. Il pense que peut-être une autre bête magique s'en est pris à elle, mais cela signifierait qu'il y a quelque chose d'encore plus fort qui rôde ici. Plusieurs fourmis étaient déchiquetées, alors Hung se demande ce qui pourrait être assez gros pour les abattre. Léo révèle comment son père lui a filé un tas d'équipements génial pour son premier raid, et Jinwoo est ravi d'entendre ça. Il n'est pas encore sûr pourquoi, mais il dit à Léo qu'ils doivent être très prudents. Dans un autre endroit, un gars qui s'entraîne est surpris par un bruit fort de destruction. Mais ne t'inquiète pas, quelqu'un lui dit de se détendre car c'est juste leur maître de guilde qui s'entraîne et il s'avère que c'est Beak. Ce gars est une bête et la mâchoire du gamin se décroche quand il voit Beak fracasser une énorme pierre d'un seul coup. Beak ne fléchit même pas et dit que ce n'était même pas un bon échauffement. De retour dans le donjon, Léo est toujours inquiet que Jinwoo porte tout. Mais Jinwoo dit « Non mec, être payé pour ne pas se battre, c'est une bonne affaire. » Mais au fond, notre gars pense que cela pourrait être trop beau pour être vrai. Il réfléchit un peu plus et réalise que cette équipe a été testée au combat. Mais ils n'ont pas de soigneurs. De plus, ils ont besoin de plus de membres pour atteindre le quota de l'équipe. Le groupe s'inquiète car ils ont couvert beaucoup de terrain dans le donjon mais n'ont pas croisé un seul critter en bonne santé. Le boss du donjon doit être vivant, car la porte se serait fermée sinon. Il tombe sur un tas de toiles d'araignée et réalise que le repère du boss doit être à travers ce tunnel. Il traverse le tunnel et mince, il trouve une quantité folle de monocristaux. Maintenant, ces cristaux ne sont pas aussi précieux que les pierres d'essence, mais on parle d'au moins 1 milliard de valeur en cristaux. L'un des chasseurs dit même que le frère de Hung serait vraiment jaloux de cette trouvaille, mais ils l'ont vite fait taire. Hung a un motif caché, il pense que son frère ne peut pas toujours avoir raison. Hung n'est pas prêt à jouer les seconds violons pour son frère, donc il va utiliser cette énorme récolte comme son propre terrain d'entraînement pour son équipe d'attaque. Maintenant, Léo est le spécialiste légal, donc il jette un œil au contrat de Jinwoo et repère quelque chose de louche.
Il dit à Ung que le contrat ne stipule que Jinwoo ne reçoit pas de part des gains de bataille. Mais les cristaux de mana ne sont pas des gains de bataille. Cela signifie qu'ils doivent partager leur découverte en 8 au lieu de 7. Ung est tout souriant et accepte, mais il leur rappelle que le boss du donjon est à proximité. Ils doivent vaincre ce boss pour fermer la porte, donc ils doivent sortir ces cristaux de mana avant de s'attaquer au boss araignée. Heureusement pour eux, l'araignée est en train de dormir. Mais Ung s'énerve contre l'un des chasseurs parce qu'ils ont oublié d'apporter le matériel de transport. Ung dit à Leo et Jinwoo de se détendre pendant qu'ils vont chercher le matériel et il leur assure que l'araignée ne se réveillera pas à moins que quelque chose ne l'énerve. Ung souligne qu'ils sont tous les deux des débutants dans les donjons de Rancé et leur dit de simplement faire confiance à sa décision. Il a des affaires à discuter avec son équipe, donc ils vont aussi faire une pause. En partant, Jinwoo commence à analyser la situation à nouveau. Il trouve étrange qu'il n'ait pas de personnes expérimentées à appeler pour les aider à atteindre leur quota. De loin, on peut voir à quel point Ung est maléfique. Il ordonne carrément à l'un de ses membres d'équipe de sceller la chambre du boss. Le type exécute l'ordre, et Leo réalise qu'il s'est fait poignarder dans le dos. C'est exactement ce dont Jinwoo s'inquiétait. Il se souvient comment Song lui avait averti qu'il y a de véritables escrocs dans leur domaine. Piller des donjons n'est pas une blague. Les accidents arrivent tout le temps, et dans ce chaos, les crimes peuvent passer inaperçus. Il n'y a pas de caméra de sécurité dans ces donjons. Donc tant qu'il n'y a pas de survivants, il n'y aura pas de preuves. Leo est en colère que ces gars soient vraiment prêts à les trahir pour quelques monocristaux. Il commence à regretter d'avoir même évoqué ce maudit contrat. Mais Jinwoo ne tombe pas dans le piège. Ils étaient prêts à les éliminer à tout moment s'ils sortaient des clous. Maintenant, leur principale préoccupation est le boss qui vient de se réveiller. Et Leo dit à Jinwoo de se replier. Jinwoo aperçoit une sortie, mais il se rend vite compte que Ung est déjà au courant. L'araignée est maintenant bien éveillée, et Jinwoo réalise que cette bête de rang, c'est d'un tout autre niveau. Mais attendez, notre garçon n'est pas du genre à reculer. Il prend les devants, disant à Leo de rester en dehors du chemin, parce qu'il va se battre avec cette chose. Jinwoo invoque son arme et déclare qu'il va lui botter les fesses. Quand l'équipe de Ung quitte ce donjon, le mage se demande pourquoi ils n'ont pas simplement éliminé ces deux nouveaux eux-mêmes. Mais Ung explique qu'ils ne pouvaient pas risquer de réveiller l'araignée, car ils ont besoin qu'elle dorme pour attraper ces précieux cristaux de mana. Il n'est pas inquiet cependant, car un type sans aucune expérience et le chasseur le plus faible n'a aucune chance contre cette araignée. Le plan est d'attendre que l'araignée se régale d'eux et s'évanouisse à nouveau. Ils ne peuvent pas entrer en tirant à tout va, car cela réveillerait l'araignée. Mais Ung connaît ce petit chemin au-dessus de la grotte. Dans le pire des cas, l'araignée ne s'évanouit pas après avoir dévoré les nouveaux. Si leur équipe ne peut pas choper les monocristaux, leur groupe se contentera au moins de l'équipement de Leo, qui vaut une fortune. Ung et le mage conviennent tous deux qu'ils ne peuvent pas s'attaquer à l'araignée eux-mêmes. Et Ung précise que l'araignée ne doit pas être sous-estimée. Ce boss est mortel, et ce n'est qu'une question de temps avant que ces nouveaux ne se fassent fumer. À l'intérieur du donjon, Leo essaie de convaincre Jinwoo de ne pas se battre contre le boss, car seul un chasseur de rang B pourrait abattre un boss de donjon de rang C en solo. Même un C de niveau élite n'aurait aucune chance, donc Leo pense qu'il devrait partir et trouver un moyen de sortir. Jinwoo reconnaît que Leo a raison. Même s'il a eu un second éveil et qu'il a monté de niveau, il se voit toujours comme faible. Les boss Golem et Venin étaient tous deux de rang D, donc cette araignée est d'un tout autre niveau. Jinwoo ne peut pas l'expliquer, mais il ne ressent aucune pression en ce moment. Il réalise qu'il doit être devenu assez fort pour ne plus craindre les boss de rang C. Il est au niveau 18 et affirme clairement qu'il a une chance de la battre. Une fois qu'il commence à attaquer cette araignée, il se dit que la vraie chasse commence maintenant. Dans un autre endroit, ce grand bonhomme nommé Gotu, le président de l'association des chasseurs, est épuisé d'avoir été coincé dans une série de réunions ennuyeuses. Son chauffeur propose de s'entraîner avec lui pour le remonter le moral, et Goto ne peut pas dire non quand un jeune ambitieux le regarde avec admiration. De retour dans ce donjon, Jinwoo réalise que la peau de l'araignée est vraiment résistante. Ses attaques portent un coup de poing incroyable, et si Jinwoo se fait toucher ne serait-ce qu'une fois, il est fini à coup sûr. Leo observe attentivement les mouvements de Jinwoo et comprend instantanément que ce n'est pas comme ça qu'un chasseur de rang I se déplace. Il se demande qui diable est vraiment Jinwoo, et commence à se demander s'il n'est pas un faux classé. Seule une poignée de chasseurs peuvent contrôler leur pouvoir magique suffisamment pour obtenir délibérément un rang inférieur. Ces gens-là sont appelés faux classés, et généralement ce sont des psychopathes qui prennent du plaisir à tuer. Leo commence à regretter d'être entré dans ce donjon, et Jinwoo réalise qu'il ne peut même pas entamer la peau dure de cette araignée. La fatigue de Jinwoo augmente rapidement, et le gars doit mettre fin à ce combat très vite. Sa dague a des pouvoirs de paralysie et de drain vraiment impressionnants, donc il pense que c'est son ticket pour la victoire. Jinwoo doit cibler le point faible de l'araignée avec ses mouvements. Mais bon sang,
Il est vraiment surpris quand l'araignée lance une attaque acide. Jinwoo doit combler l'écart, alors il décide d'utiliser une nouvelle compétence cool appelée Dash. Il l'utilise pour frapper cette araignée droit au visage, mais les malus de sa dague ne s'accrochent pas. Jinwoo n'est pas du genre à abandonner. Il décide de continuer à frapper cette araignée autant qu'il le peut. Le gars se pousse de plus en plus, mais sa fatigue le rattrape, et cette araignée lui inflige un coup sévère. Jinwoo est sur le point d'être écrasé, mais devinez quoi? Il se rappelle qu'il a une récompense restante de sa quête quotidienne, alors il l'encaisse et se rétablit complètement. Léo panique, pensant que Jinwoo est foutu, mais notre héros n'a pas encore dit son dernier mot. Il porte un autre coup, et cette fois, il poignarde directement cette araignée dans l'œil, déclenchant les malus de la dague. Jinwoo ne laisse pas passer cette chance, alors il poignarde cette araignée encore et encore, maintenant les malus en cours. Finalement, cette araignée ne peut plus supporter et tombe au tapis. Une notification apparaît, disant que Jinwoo vient de vaincre le boss du donjon. Jinwoo sait qu'il a eu de la chance de ne pas choisir de récompense avant de plonger dans ce donjon, car il serait déjà enterré à 6 pieds sous terre. L'esprit de Léo est sidéré. Voyant Jinwoo vaincre un boss de donjon tout seul, il est plus convaincu que jamais que Jinwoo est une sorte de faux classé. Jinwoo obtient un bijou de cette araignée et Léo s'approche, offrant de porter leur fourniture à partir de maintenant. Léo idolâtre complètement Jinwoo maintenant, lui disant de se détendre et de prendre une pause pendant qu'il s'occupe des monocristaux. Juste à ce moment-là, Hong et son équipe apparaissent, et ils sont super surpris de voir les nouveaux encore debout. Dans une salle d'entraînement, Gotu impressionne Woo, montrant ses compétences en le dominant totalement comme si de rien n'était. Gotu fait des éloges à Woo, disant qu'il se sent beaucoup mieux maintenant. L'esprit de Woo est sidéré que le président ne soit même pas rouillé. Gotu explique qu'il n'est pas aussi fort qu'avant, mais il peut dire que Woo s'est beaucoup entraîné. Woo reconnaît que l'entraînement ne peut pas faire monter de niveau un chasseur, mais cela peut améliorer leurs compétences. Gotu souligne qu'un chasseur doit être physiquement et mentalement fort, surtout dans les donjons où les pires sortes de personnes rôdent. De retour dans le donjon, l'équipe de Hong conclut que les nouveaux ont seulement survécu parce que cette araignée devait être bête comme un âne. Ils se moquent carrément de l'araignée pour avoir perdu contre des chasseurs de bas niveau. Hong révèle à Léo qu'il sait que Léo vient d'une famille riche, mais Léo s'en fiche. C'est à ce moment-là que Hong lance la bombe et dit à Léo qu'il n'a qu'une seule chance. Il dit à Léo de s'occuper directement de Jinwoo. Hong dit que généralement, nous tuons les personnes que nous recrutons pour notre équipe afin de garder tout le butin pour nous. Mais si Léo accepte de nous rejoindre, nous ne le tuerons pas. Si Léo dit non, nous les tuerons tous les deux. Hong pense que Léo pourrait être une menace parce qu'il a un équipement fou qui lui donne des super pouvoirs pour abattre l'araignée. Il préfère ne pas tester cette théorie, alors il veut convaincre Léo de s'en prendre au faible Jinwoo. Hong est ravi lorsque Léo commence à se diriger vers Jinwoo, mais il est choqué quand Léo finit par prendre le parti de Jinwoo. Ce groupe maléfique décide de mettre fin à leur vise, et Hong se demande si les nouveaux ont déjà dû tuer quelqu'un auparavant. Juste à ce moment-là, Jinwoo reçoit une mission urgente, et c'est carrément fou parce qu'il doit éliminer 6 ennemis devant lui. Maintenant, la bande décide de s'en prendre au plus faible, alors le mage attaque Jinwoo. Léo est inquiet pour son nouveau pote et flippé quand il voit à quel point Jinwoo est dans un sale état. Pendant ce temps, l'un des membres du groupe, Shai, a été chargé de se vanter de combien elle était incroyable. Ils ont eu du mal avec une bête de rang, mais elle l'a abattue en un éclair. Ses filles se sentent chanceuses parce qu'elles sont dans 2 des guildes les plus cool. Après tout, il y a toutes sortes d'histoires folles sur les autres équipes, comme ces équipes d'attaque avec des taux de mortalité incroyablement élevés. Dans le donjon, Hong dit que c'est la fin. Jinwoo est fini. Jinwoo commence à se faire des reproches pour avoir oublié, et il se rappelle que ce monde est tout sur la survie du plus fort. C'est un monde plein de tours sournois et de trahisons. Il est carrément furieux d'avoir oublié cette vérité et réalise qu'il s'y est habitué. Jinwoo est maintenant détendu et il pense à combien il a carrément foiré parce qu'il était imprudent et trop sûr de lui. Ce système de niveau le pousse à tuer, alors il se demande s'il a besoin de lui vivant pour une raison. Il se rend compte que ce système n'est pas juste gentil, il veut qu'il soit en vie. Mais ce n'est pas tout, il veut aussi qu'il soit fort. Alors Jinwoo se dit que si ce système veut l'utiliser, alors il pourrait bien l'utiliser en retour. Il dit à l'équipage qu'il lui rappelle que les faibles sont ceux qui mordent la poussière dans le donjon. Ils sont ravis d'apprendre que le chasseur le plus faible sait comment ça se passe, mais Jinwoo souligne qu'il ferait mieux d'être prêt pour quand cette règle ne fonctionnera pas en leur faveur. L'un d'eux n'est pas d'accord avec Jinwoo qui les appelle proies, mais Jinwoo ne perd pas de temps à leur montrer ce qu'il veut dire. Tout le monde est complètement choqué lorsque la tête de ce gars est tranchée et Jinwoo dit « Un de moins », alors que le compte des kills apparaît dans les mises à jour. Jinwoo vient de réaliser qu'il a éliminé quelqu'un.
mais il sait très bien qu'il aurait été 6 pieds sous terre s'il ne l'avait pas fait. Pas de retour en arrière maintenant, car seuls les forts survivent. L'équipage sort de son choc, voyant Aaron Hu éliminer l'un de leurs randés, et ils attaquent Jinwoo de toute leur force. Mais c'est futile, car Jinwoo commence à les poignarder un par un. Ses débuffs se déclenchent, et il élimine 2 autres abrutis. L'archer est le suivant à mordre la poussière sous la colère de Jinwoo, suivi du mage. Maintenant, il n'en reste qu'un, et l'esprit de Léo est bouleversé car Jinwoo est beaucoup plus fort que lorsqu'il a affronté le boss du donjon. Ung renforce son corps et pense qu'il est certain que Jinwoo est fatigué après avoir affronté le boss et 5 autres chasseurs. De plus, Ung a rendu son corps aussi dur que l'acier, donc il pense que la dague de Jinwoo ne le rayera même pas. Mais Ung commence son attaque, et notre héros l'attrape par surprise avec sa vitesse éclair. Jinwoo sait que Ung est une bête, mais il lui lâche une bombe. Il le broie et révèle qu'il a monté de niveau tout ce temps. Ung réalise que Jinwoo n'est pas en rang 2 et essaie de le soudoyer avec le double de l'argent. Mais Jinwoo n'en a rien à faire, car ce gars a essayé de l'éliminer 3 fois. Jinwoo se moque de lui, disant qu'il ne s'en sortira pas, et Ung essaie de menacer Jinwoo une dernière fois. Mais Jinwoo lui rappelle que Ung lui-même a dit que tout ce qui se passe dans un donjon reste dans un donjon. Ung essaie de jouer le dur une dernière fois, mais Jinwoo met fin à son triste sort. La mission de Jinwoo est accomplie, mais tout le donjon commence à s'effondrer car ils ont abattu le boss. Lorsqu'ils sortent, ils sont les seuls à rester debout après la confrontation avec l'araignée. L'officiel n'y croit pas parce qu'ils sont les plus bas dans la hiérarchie, mais elle est distraite par un équipement usagé. Jinwoo n'arrive pas à croire qu'il est récompensé pour le bordel qu'il vient de causer, et il réalise qu'il a acquis une compétence qui fait peur aux ennemis et réduit leur capacité de moitié. L'officiel pragmatique conclut que Léo a survécu grâce à son équipement et suppose que Jinwoo, le novice de rang E, s'est simplement caché quelque part. Léo félicite Jinwoo pour un travail bien fait, puis il commence à pleuvoir. Léo se demande s'il se passe quelque chose, mais le calme Jinwoo explique qu'il est juste heureux d'avoir donné un parapluie à sa sœur. Ailleurs, Woo entend parler de cet incident fou où 6 chasseurs ont été anéantis, et seulement 2 d'entre eux ont survécu. C'est assez normal pour les chasseurs de se retirer quand ils sont surpassés dans les donjons. Mais il est vraiment surpris d'apprendre que ces survivants ont en fait vaincu le boss du donjon avant de s'en aller. Woo interrompt carrément le type avant qu'il puisse en dire plus. Mais ensuite, il reçoit une nouvelle fracassante. Un des survivants n'est autre que Jinwoo. Woo sait que cette histoire implique l'infâme Ung, ce qui explique pourquoi il a été entraîné dans ce bazar. Jinwoo rentre chez lui et informe sa sœur qu'il va couvrir les frais d'hôpital de leur mère pendant un certain temps. Gina pense qu'il a dû gagner beaucoup d'argent lors de son dernier raid, mais elle se dit « Attends, frangin, tu n'es même pas blessé ». Elle suppose qu'il a dû avoir une équipe solide qui a facilité la tâche pour vaincre les méchants. Jinwoo admet que c'était un jeu d'enfant, non seulement parce qu'il était beaucoup plus fort qu'eux, mais aussi parce qu'il n'a pas hésité à les achever. Dans le passé, il aurait cherché une issue, mais le nouveau Jinwoo était en colère contre eux pour avoir même pensé qu'ils avaient une chance contre lui. Il se demande si monter de niveau l'a rendu audacieux, mais il se rappelle qu'ils étaient des humains, pas des monstres de donjon. Gina le ramène à la réalité et il se souvient pourquoi il devient plus fort. C'est pour qu'il puisse rester en vie et soutenir sa famille. Donc, s'il devait refaire ce qu'il a fait dans ce donjon, il le ferait. Juste à ce moment-là, une substance nocive est détectée dans son corps et il réalise que cela provient de ce qu'il boit. Mais Jinwoo continue de siroter et il remarque qu'il ne devient pas du tout ivre. Puis une notification apparaît, révélant une récompense qu'il a obtenue de ce double donjon. Elle annule toutes les conditions toxiques ou désastreuses et augmente ses capacités régénératrices. Il était trop occupé pour vérifier ses récompenses ce jour-là. Mais maintenant, tout a du sens pourquoi il a fait repousser son putain de bras. Ça devient sérieux, mes amis. Plus tard, Jinwoo se retrouve avec Léo, qui est tout reconnaissant que Jinwoo lui ait sauvé la mise. Mais Jinwoo dit « Non gamin, tu ne me dois rien ». Léo n'a pas révélé ce qui s'est vraiment passé dans ce donjon, donc Jinwoo ne s'attend à aucun remboursement. Mais ensuite, Léo lâche une bombe. Ils mettent en place une équipe de frappe. Mais Jinwoo le coupe avant qu'il puisse même lui demander de rejoindre. Léo supplie Jinwoo de lui donner une chance, disant qu'il a juste besoin de lui pour 19 raids. Il révèle qu'il veut devenir maître de guilde, et pour cela, il lui faut au moins 20 raids à son actif. Le père de Léo veut créer une guilde pour sa société de construction, et Léo est prêt à aider de toutes les manières possibles. Les donjons sont terriblement dangereux, mais le butin qu'ils renferment en vaut le risque. Ce n'est pas seulement une question de cristaux de mana et de pierres d'essence, tout dans un donjon a de la valeur. Jinwoo comprend, faire évaluer des donjons par des chasseurs pour une entreprise est un coût commercial solide.
Le père de Léo veut un chasseur de rang S comme maître de guilde, mais Jinwoo est vraiment surpris parce qu'il n'y a que 7 chasseurs de rang S dans tout le pays. Et pour aggraver les choses, le seul chasseur de rang S qui n'est pas déjà dans une guilde est Min, et ce type est à la retraite. Cela signifie que le père de Léo doit prévoir de voler un chasseur de rang S d'une autre guilde. Mais Jinwoo le prévient à ce sujet, parce qu'il va juste faire des ennemis avec la guilde d'où il les prend. C'est un jeu risqué, mes amis. Léo change sa stratégie pour convaincre Jinwoo et lui dit clairement qu'il va avoir besoin de renforts pour leur raid, surtout s'il veut garder son pouvoir sous contrôle. Et c'est un coup de génie parce que ce sera beaucoup plus convaincant pour son vieux s'il réussit à travailler avec un chasseur de rang bas comme Jinwoo, qui joue le rôle de protection. Léo montre à Jinwoo le bâtiment qu'il prévoit d'utiliser comme quartier général de la guilde et dit qu'il vaut une somme folle, comme 30 milliards de yuan. C'est une sacrée somme, mec. Léo veut tout donner à Jinwoo en échange de son aide pour compléter 19 raids. Jinwoo aurait sauté sur cette offre dans le passé, mais les choses ont changé depuis qu'il est devenu le seul type qui peut monter de niveau. Il est certain qu'il peut atteindre le rang S, ou peut-être même plus haut avec la façon dont les choses évoluent. Mais il y a encore trop d'inconnus concernant ses pouvoirs, et il serait trop risqué de s'associer à quelqu'un. Donc, Jinwoo refuse et décline l'offre. Léo n'est pas encore prêt à abandonner. Il promet de garder le secret de Jinwoo jusqu'à la tombe, mais un seul regard de Jinwoo lui donne des frissons dans le dos, et il s'en va. Pendant ce temps, le frère cadet de Hong Wang est super en colère à propos de la mort de son frère et exige de savoir ce qui est arrivé aux 2 survivants. Son assistante Laura est complètement choquée quand il demande ce qui se passe s'il tue quelqu'un dans un autre pays, mais elle révèle quand même tout. S'il y a un traité avec ce pays, il aura un procès là-bas, mais sinon, il sera renvoyé chez lui pour faire face à la loi. Wang veut s'en aller là-bas tout de suite, mais Laura lui rappelle qu'il a trop de choses à gérer, donc il prévoit de s'en occuper plus tard. Il jette un dernier regard noir aux survivants et espère juste qu'ils resteront assez longtemps pour qu'ils puissent s'en débarrasser. Le lendemain, Jinwoo arpente les rues pour faire un jogging avec sa sœur. Jinwoo lui demande ce qu'elle ferait si elle avait une folle somme de 30 milliards de yuan, mais elle ne peut même pas imaginer quoi faire avec une telle somme d'argent parce que c'est trop irréaliste. Quand Jinwoo est seul, il remarque que son compteur de système continue de tourner même après avoir atteint son objectif. Gina le rejoint, mais il a déjà décidé de tester jusqu'où va ce compteur. Alors, il se remet à courir. Il découvre qu'il s'arrête au double de l'objectif, et après avoir essayé toutes les tâches, la quête quotidienne devient secrète. La récompense pour ce travail vient avec des boîtes de butin totalement aléatoires, mais il y a un hic. L'une est bénie et l'autre est maudite. Jinwoo ne plaisante pas, donc il décide de choisir celle bénie pour la journée. Et boum, il décroche le gros lot. Le gars obtient une autre clé. Et ce n'est pas n'importe quelle clé, c'est la clé du château du roi démon. Et c'est une acquisition de niveau S. Mais attendez, parce que ce n'est même pas la partie la plus folle. Cette clé vient avec des ingrédients bonus pour quelque chose appelé l'élixir de vie. Et laissez-moi vous dire, c'est exactement ce dont Jinwoo avait besoin, car cet élixir peut guérir n'importe quelle maladie. Jinwoo rend visite à sa mère malade, et il sait qu'il n'a pas d'autre choix. Il se dirige vers l'emplacement, utilise la clé pour ouvrir la porte, et il sait très bien que ce donjon va être difficile comme des clous, au même niveau que l'île de Jeju. Jinwoo commence à se demander s'il a ce qu'il faut pour gérer ce danger, mais quand une porte massive apparaît devant lui, il ne recule pas. À l'intérieur, des flammes engloutissent tout, et Jinwoo ne va pas mentir. Il a vraiment peur. Mais hey, il a sa pierre de téléportation comme plan de secours au cas où les choses tourneraient mal. Juste à ce moment-là, un putain de monstre géant apparaît juste devant lui. Mais Jinwoo a déjà décidé qu'il devait devenir plus fort, et il jure qu'il ne va pas mourir dans ce donjon. Ce monstre a un nom rouge, ce qui signifie qu'il est beaucoup plus fort que lui. Mais Jinwoo a l'avantage d'être un assassin loup. Notre gars utilise une charge pour réduire rapidement la distance, et commence à frapper la bête. Mais bon, il ne fait presque aucun dégât, même avec les effets bonus. Jinwoo essaie d'activer son intense compétence meurtrière, mais le debuff est annulé. Notre gars essaie de frapper le monstre avec ses autres debuffs en utilisant son poignard, mais ils sont aussi annulés. Ce monstre est carrément brutal alors qu'il déchire Jinwoo, et il crie de douleur. Zut, le gars a perdu son bras, et sa santé chute comme jamais alors que la bête le broie littéralement. Il a déjà perdu un tiers de sa vie, mais ça devient encore pire, car cette bête libère son aptitude de rage de 3 minutes, boostant toutes ses capacités de 100%. Les attaques du monstre arrivent sur Jinwoo trop vite pour qu'il puisse les éviter, donc il n'a pas d'autre choix que d'utiliser sa récompense de récupération totale pour faire repousser son bras. Mais juste au moment où il pense faire des progrès et blesser la bête, il se rend compte qu'il a tort, et il continue à subir une sévère raclée. Les points de vie de Jinwoo continuent de baisser alors qu'il se fait écraser,
mais il parvient à gagner un peu de temps en lançant de la terre sur la bête. Et zut, son système continue de l'avertir comme un fou, rendant clair qu'il ne veut pas qu'il passe l'arme à gauche. Plus cela se produit, plus Jinwoo réalise que ce n'est pas une réveil ordinaire. Jinwoo sait qu'il est complètement dépassé maintenant, donc il décide de sortir la pierre de téléportation. Mais de nulle part, Cerbère apparaît et lui fait tomber cette pierre des mains. Jinwoo est dans de gros ennuis maintenant, car il n'a plus que quelques coups avant d'être fini. Le cerveau du gars tourne à plein régime pour penser à une solution. Et juste au moment où il est sur le point de perdre espoir, il se souvient qu'il a un magasin dans son système. Il achète rapidement 3 potions de guérison. Mais voici le X. Elles ne guérissent chacune que 100 points de vie. Le poison qu'il va affronter en combattant le serpent apparaît juste devant lui, et il réalise qu'il n'a d'autre choix que d'essayer. Jinwoo boit ce poison comme un chef, donc le système le considère comme une substance nocive et le détoxifie. C'est un succès complet car les muscles de Jinwoo restent intacts, et maintenant il subit 20% de dégâts physiques en moins. Cerbère ne rigole pas, et il inflige une attaque dévastatrice à Jinwoo. Mais Jinwoo ne va pas abandonner si facilement, mec. Le gars déclare qu'il peut encore bouger, et devinez quoi? Le minuteur de 3 minutes de l'aptitude de rage du monstre est écoulé, les effets s'estompent, et maintenant les dégâts que Jinwoo a infligés à son œil commencent à avoir des conséquences sur la bête. Jinwoo sait l'opportunité et commence à lancer plusieurs attaques, réussissant enfin à faire une entaille dans ce monstre. La bête manque presque de le croquer, mais Jinwoo parvient d'une manière ou d'une autre à la retenir. Le gars s'envole, mais ce puissant monstre le frappe de nouveau au sol. Jinwoo se retrouve à nouveau dans une situation délicate, avec sa santé presque épuisée et Cerbère le serrant entre ses dents. Mais Jinwoo n'a pas encore fini de se battre, il puise dans ses ressources et continue de poignarder cette bête. Même alors qu'elle le jette comme un Zoro, Jinwoo continue d'attaquer, mettant chaque once de force qu'il a dans un dernier coup. Et devinez quoi? C'est le coup de grâce juste là. Cerbère s'effondre, et une notification apparaît disant que Jinwoo a vaincu le gardien de l'enfer. Le gars monte de plusieurs niveaux, et ses blessures guérissent magiquement. Tuer le gardien rapporte à Jinwoo la clé du château du démon. Il avait compris que c'était ce que Cerbère protégeait, mais il reçoit ensuite une notification mystérieuse. C'est la recette de l'élixir de vie, et elle nécessite 3 ingrédients trouvés dans le château. Le combat de Jinwoo avec Cerbère lui donne une idée claire de sa force actuelle, et il réalise quelque chose. S'il devait s'aventurer dans le château du démon maintenant, il serait sûr d'être 6 pieds sous terre. Jinwoo conclut qu'il ne peut pas le faire juste encore, mais il fait une promesse, il va revenir très bientôt. Après cela, Jinwoo se dirige vers sa mère et se demande s'il peut vraiment guérir sa maladie du sommeil éternel. Il n'a aucune des 3 choses dont il a besoin pour l'élixir de vie, mais au moins il sait où les trouver. Mais bon, essayer d'entrer dans le château à son niveau actuel le mènerait directement à sa mort. C'est pourquoi il doit monter de niveau et devenir plus fort, sans aucun doute. Pour aider avec ça, Jinwoo décide de faire équipe avec Léo sur les 19 raids de Rancé dont il parlait plus tôt. Jinwoo a une condition cependant, et Léo est vraiment choqué lorsque Jinwoo dit qu'ils doivent faire les raids juste tous les deux, personne d'autre. Mais Léo dit que c'est n'importe quoi, car les portes de Rancé nécessitent au moins 8 membres d'équipe pour entrer. Mais Jinwoo veut qu'ils y aillent avec une stratégie de groupe, donc ils doivent engager suffisamment de chasseurs pour atteindre le quota. Léo est un peu hésitant, car cela pourrait être vraiment risqué. Mais Jinwoo souligne que s'ils peuvent à eux de battre 19 raids, ce sera sacrément impressionnant. Et tout est une question d'impressionner son vieux. Léo accepte d'aller en enfer et dit qu'il s'occupera de tout. À un autre endroit, Chai fait son exercice, courant en cercle, et prend 1 seconde pour boire un peu d'eau et reconstituer les fluides de son corps. Elle ne rigole pas, parce qu'elle sait que quelqu'un l'espionne. Alors ce mec nommé Yoon finit par sortir de sa cachette et se présente. De l'autre côté, le père de Léo dit à Léo à quel point les choses sont devenues folles depuis l'apparition des portes, il y a 10 ans. L'infrastructure du monde ne peut même plus fonctionner sans les ressources de ces donjons. Seuls les chasseurs peuvent obtenir ces ressources cruciales. Ils sont donc très importants et l'association des chasseurs les surveille de près. Ils supervisent beaucoup de choses, y compris la gestion des portes. Mais ce ne sont pas ceux qui en bénéficient le plus. Les guildes sont celles qui empochent l'argent des donjons, récoltant la grande majorité de leurs ressources vitales. Ils sont incroyablement riches, on parle de la guilde des chasseurs, de la guilde du tigre blanc,
de la guilde des faucheurs, de la guilde de la renommée et de la guilde des chevaliers, les 5 meilleures guildes du pays. Ils ont un monopole sur tous les bénéfices de leur donjon. Mais le père de Léo n'en veut pas de ça. Il ne laisse pas les choses se passer comme ça. Il sait qu'ils doivent établir leur propre guilde pour atteindre son objectif, tout simplement. Léo pense à quel point il serait risqué d'engager le rang d'un inconnu pour s'associer avec son frère. Mais si son père le choisissait comme chef de guilde à la place, ce problème pourrait être résolu. Au parc, Jinwoo fait son propre jogging. Le gars remarque que tout exercice supplémentaire qu'il fait n'est plus compté. Cette maudite boîte de butin qu'on lui a proposée avant n'est même plus une option maintenant. Il sort donc une boîte de butin ordinaire, espérant trouver quelque chose de bien. Mais tout ce qu'il obtient est une carte bingo. Ce n'est pas ce qu'il espérait. Le temps passe et Jinwoo continue de s'entraîner, mais il réalise que les 3 points qu'il obtient ne font plus grand-chose parce qu'il a monté de niveau. Léo doit encore se ressaisir avant qu'il ne puisse entrer dans les donjons de rang C. Mais Jinwoo a une réalisation. S'il peut retourner dans cette zone de pénalité, il pourrait être capable de s'attaquer à ce mille-pattes qu'il a affronté avant. Mais il sait que le combat pourrait être plus difficile qu'il ne le pense, et il n'y a aucune garantie qu'il obtiendra des points d'expérience à partir de cela. Juste à ce moment-là, Jinwoo reçoit une notification pour rejoindre une mission de rang D. Mais attends, c'est de l'association des chasseurs, donc cela signifie qu'il ne pourra pas se battre en solo. Dans un dojo, Song termine d'éduquer un gamin, lui donnant une leçon. Le gamin dit « Putain, j'aurais aimé me battre contre toi quand tu étais à ton meilleur. » Mais Song est sincère avec lui, disant qu'il ne peut pas changer le fait qu'il n'a maintenant qu'un bras. Puis Song reçoit une notification pour rejoindre un raid, et le gamin demande pourquoi il n'est pas encore à la retraite. Song a des souvenirs perturbants et il lui manque une partie importante de son corps, alors le gamin s'excuse de l'avoir fait se sentir mal. Song explique que ses années de gloire sont derrière lui, mais qu'il veut toujours contribuer à la société dans le temps qu'il lui reste. Dans un autre endroit, nous avons ce gamin qui joue pendant que son père peureux, Kim, regarde. Il reçoit la même notification et sait que c'est son prochain raid. Sa femme lui rappelle qu'il a à peine survécu à son dernier, et elle veut qu'il envisage de faire autre chose. Mais Kim lui dit qu'ils ont besoin d'argent, parce que leurs enfants commencent bientôt l'école. Elle lui a dit que tout ira bien parce que l'association des chasseurs n'envoie pas de chasseurs de bas rang sur des missions dangereuses, sauf cette fois-là. Alors toute la famille commence à se déclarer leur amour et des trucs comme ça. À un autre endroit, Beak est carrément en colère d'avoir à faire une interview inutile, et cela ne fait que l'énerver encore plus quand Monsieur Choi essaie de le flatter. Mais il se calme quand Choi lui fait remarquer qu'il est le plus apte pour le poste. Il s'avère que Choi l'a appelé dans son bureau pour lui faire savoir que Gene Construction commence sa propre guilde. Mais Beak sait déjà tout ça, alors il exige que Choi lui dise pourquoi il est vraiment là. Dans la chambre de Juhi, sa mère lui dit carrément d'abandonner l'idée de devenir chasseresse. Juhi est une chasseresse de rang B, mais sa mère pense toujours qu'elle ne fera que gêner tout le monde. Elle veut que Juhi rentre à la maison, mais cela met Juhi en colère. Elle déclare que sa mère doit arrêter de contrôler sa vie. Juhi dit qu'elle peut prendre ses propres décisions et le prouve en lui raccrochant au nez. Juhi admet qu'elle pourrait être dans le chemin, mais elle veut quand même essayer de s'améliorer. Et à ce moment-là, elle reçoit également la notification concernant le raid de rang D. De retour au bureau, Chahi passe près de Beak et dit à Choi qu'un scout l'a approché. Il s'avère que c'était de Eugene Construction et qu'il voulait qu'elle soit leur maîtresse de guilde. Mais elle a refusé l'offre, bien qu'elle soit maintenant curieuse de savoir ce qu'ils ont dit à Beak. Beak se détend dans un bar, pensant à leur conversation. L'île Jojo a été scellée depuis ce raid raté, et les gens ont tendance à oublier la terreur qu'elle a apportée. Monsieur Choi se voit comme l'arme de l'humanité, mais il ne peut jamais oublier l'île Jojo, ni ce qui s'y est passé. Il prévoit de nettoyer l'île bientôt, et pour cela, il a besoin que Beak et l'équipe soient sur la même longueur d'onde. Ils doivent devenir plus forts, rassembler des alliés et influencer l'opinion publique. C'est pourquoi il a organisé l'interview et a fait en sorte que Chahi forme de nouveaux chasseurs. Choi rappelle à Beck qu'il a laissé quelque chose derrière lui sur cette île, réveillant la mémoire de Beck sur la perte de ses vieux amis. Dans un endroit sombre, un homme laid supplie quelqu'un d'éliminer des gens. Chez Jinwoo, Jin est carrément choqué par à quel point il a été occupé. Le vieux Jinwoo avait besoin de semaines pour récupérer après chaque portail, alors elle se demande si tout son entraînement porte ses fruits. Jinwoo s'absente discrètement pour une mission sans prendre son équipement, et elle s'inquiète parce qu'il agit comme si c'était juste un voyage régulier à la mer. Dans un autre endroit, Song pense à comment il est un épéiste, mais son pouvoir éveillé n'a rien à voir avec la force physique. Toutes ces années qu'il a passées à s'entraîner aux arts martiaux ne signifient rien dans un donjon. Ses pouvoirs de concentration magique rendent son épée inutile contre ces bêtes magiques. Puis, tout d'un coup, il tombe sur Jinwoo et remarque à quel point il a changé.
Jinwoo ne peut vraiment pas expliquer pourquoi ses jambes sont en arrière, alors Sang suppose qu'un guérisseur de haut rang doit l'avoir trouvé ce jour-là. Sang n'est pas aussi chanceux car trop de temps a passé pour que sa blessure guérisse. Ils atteignent la porte et sont surpris de voir que c'est une réunion. Kim se sent honteux de les affronter, mais Sang pense que cela a du sens après ce qu'il a fait. 5 survivants de ce jour chaotique sont de nouveau réunis. Alors ils se demandent quel est le deal. Cela fait un moment que Jui n'a pas vu Jinwoo, alors elle remarque à quel point il a changé aussi. Juste à ce moment-là, des types louches arrivent et commencent à regarder Jui comme s'ils avaient un faible pour elle. Mais Kong est là aussi, et il les remet à leur place, leur disant de se calmer. Il s'avère que ces gens sont des chasseurs de substituts de prisonniers, des condamnés chasseurs qui réduisent leur peine. Sang ne peut pas croire qu'ils doivent se battre aux côtés de criminels, mais la femme leur assure qu'ils ne seront pas un problème. Ils étaient en sous-effectif et n'avaient pas d'autre choix. Juste au cas où, Kong les accompagne. Il est de rang B, donc si les choses tournent mal, il peut gérer les 3 criminels de rang C facilement. Jinwoo dit à Jui de ne pas venir, mais elle ne veut pas l'entendre. Les criminels sont libérés, et même eux se demandent si c'est une bonne idée. Kong les remet encore au silence et leur rappelle ce qui arrivera s'ils se comportent mal. Il se présente aux autres et promet qu'il s'occupera des criminels. Jinwoo laisse Sang prendre en charge le raid, et il apprécie cela. Sang prend l'entière responsabilité de son échec ce jour-là et rend hommage à Jinwoo d'être la seule raison pour laquelle ils ont tous survécu. Il remercie Jinwoo au nom de tous les survivants, mais Jinwoo n'en a pas besoin. Kim n'a aucune objection à ce que Sang les dirige et Kong fixe Jinwoo pour une raison quelconque. Tout le monde se prépare à entrer dans la porte et Sang déclare que le raid a officiellement commencé. À l'intérieur du donjon, les prisonniers gèrent ces gobelins comme des monstres. Sang-Chu se demande qui sont vraiment les bêtes et montre son propre pouvoir. Ils finissent par éliminer tout le groupe de gobelins et Sang est impressionné par la force accrue de Jinwoo. Même Jui remarque que Jinwoo n'a pas encore été blessé et elle espère que personne n'aura besoin de ses compétences en guérison. La chanson est toujours émerveillée parce que l'aura de Jinwoo est à un tout autre niveau. Kong les mène en avant et ils se retrouvent à une fourche sur le chemin. Le donjon a été plus facile qu'ils ne le pensaient, alors ils pensent que c'est cool de se séparer. Ça va être plus risqué, mais ils vont nettoyer le donjon plus rapidement. Jinwoo peut sentir que le boss est sur le chemin de gauche, mais il garde ça pour lui. Comme il n'a pas beaucoup monté de niveau avec ses gobelins faibles, Jinwoo suggère à son groupe de prendre le chemin de gauche. Ils se séparent, mais Kong lance à Jinwoo un regard étrange. Les membres du groupe de Kim sont une bande de lâches et Kim décide qu'ils doivent s'excuser auprès de Jinwoo pour l'avoir abandonné lors de leur première expédition. Ils savent qu'il ne va probablement pas accepter l'excuse, mais Kim est déterminé à essayer parce qu'il veut continuer à être un chasseur. Sur l'autre chemin, les prisonniers éliminent facilement un autre groupe de gobelins. Kong, étant tout bizarre, demande s'il pourrait faire la même chose contre des humains, mais il clarifie que cela ne ferait aucune différence. Voici le contexte. Kong a découvert que la fille d'un gars avait été agressée par 3 types. La pauvre fille a fini par mettre fin à ses jours, et ce gars est furieux parce que ces 3 salauds seront libres dans quelques années seulement. Pour aggraver les choses, ces enfoirés sont des chasseurs, et ils peuvent participer à des expéditions pour réduire leur peine. C'est vraiment injuste, parce que sa fille ne rentrera jamais à la maison. Alors l'homme apporte 3 millions de yuan et les offre à Kong pour éliminer ces 3 prisonniers. Kong est devenu complètement fou maintenant, et il révèle aux prisonniers ce qu'il va dire aux inspecteurs quand il sortira du donjon. Il va dire que les prisonniers ont été anéantis par une bande de 100 gobelins. Kim continue de descendre son chemin, mais il est choqué quand il se connecte au chemin de Kong et qu'il trouve Kong en train de massacrer les prisonniers. Kong commence à dire aux prisonniers qu'on lui a dit de les faire souffrir, mais Kim interrompt son délire. Kong, sans pitié, élimine le dernier prisonnier et décide qu'il doit changer ses plans alors qu'il commence à se diriger vers Kim. Jinwoo pense à la façon dont Kong l'a vu à l'hôpital, et il espère juste que le type ne se souvient pas de lui. Juste à ce moment-là, ils entendent des cris et se précipitent pour trouver les prisonniers morts. Il s'avère que Kang-hee a également été éliminé, et Jinwoo est choqué de voir Kim dans un mauvais état. Jui utilise sa magie de guérison sur lui, mais Sang peut dire que ce n'est pas l'œuvre d'une bête magique. L'arme utilisée était trop damnée aiguisée, et celui qui l'a utilisée a délibérément évité de le finir plusieurs fois. Kim a abandonné l'idée de survivre, mais Jinwoo lui rappelle qu'il a une famille. Jinwoo exige qu'il reste en vie, sinon il ne pourra plus le blâmer. Kim utilise son dernier souffle pour s'excuser auprès de Jinwoo, puis il s'en va. Juste à ce moment-là, Kong essaie de s'en prendre à Jui, mais Jinwoo intervient et l'arrête. Kong est impressionné par la vitesse de Jinwoo, et Sang réalise que Kong est celui derrière ce massacre. Sang est choqué parce que Kong fait partie de l'association des chasseurs, mais Kong veut simplement révéler son plan. Au lieu de blâmer les gobelins, Kong va dire que les prisonniers ont éliminé tous les autres chasseurs. Il prétendra qu'ils ont essayé de l'éliminer, mais ont échoué. C'est pourquoi il est le seul survivant. Sang retient Jinwoo car il ne pense pas qu'il peut affronter Kong. Au lieu de cela, Sang-Chu se lève pour se battre contre lui.
Même s'il sait que Kang est un rang B, un niveau bien au-dessus de lui, Ju-Hee renforce Sang avec de la force, et il essaie d'utiliser ses compétences à l'épée pour vaincre Kang. Mais bon sang, Kang parvient à esquiver chaque coup, et il félicite Sang Sheol pour connaître son affaire. Junwoo analyse la situation et réalise que Sang Sheol se débrouille, mais il n'est pas assez rapide pour gagner. Kang inflige un coup brutal mais s'agace quand Ju-Hee guérit rapidement Sang. Kang décide qu'il va d'abord éliminer Ju-Hee, mais Sang intervient et l'arrête. Kang a sous-estimé le vieil homme, donc Sang lui fait savoir qu'il a été formé en tant que chasseur de rang auparavant. Sa lame peut être désavantagée, mais Kang souligne que le pouvoir de Sang a ses limites. Il n'y a aucune chance qu'un mage comme lui puisse battre un assassin, donc Kang le rapproche de la mort. Ju-Hee a trop peur de le guérir, et Kang se prépare à éliminer Sang pour de bon. Mais Sang Sheol sort son pouvoir de feu. Mais bon sang, Kang est trop rapide. Il réalise que Sang-Chiu a utilisé son épée pour le faire baisser sa garde contre la magie. Sang-Chiu attendait que Kang essaie de mettre fin à sa vie, puis bam, il le frappe avec une explosion de feu surprise. Kang voit à travers le plan cependant, et maintenant Sang-Sheol paie de sa vie. Mais attends une minute. Jinwoo intervient enfin pour mettre fin au combat. Kang exige de savoir qui diable il est, et Jinwoo dit simplement qu'il est juste un chasseur de rang 2. Kang ne le croit pas car il aurait besoin d'une vitesse de réaction de niveau supérieur pour arrêter l'attaque qu'il vient d'utiliser sur Sang. Kang peut dire que Jinwoo cache son pouvoir et suppose qu'il a eu un deuxième éveil. Les autres sont secoués, et Kang se souvient soudain de Jinwoo de l'hôpital. Le lecteur de mana n'en avait lu que 10 à l'époque, donc Kang pense que ce deuxième éveil a dû se produire après cela. Cette histoire ne colle pas, elle n'explique pas pourquoi Jinwoo a pu survivre au double donjon. Mais Kang s'en fiche, il est prêt à éliminer Jinwoo. Jinwoo veut des réponses, donc Kang dit qu'il ne fait que rendre justice en éliminant les prisonniers. Mais Jinwoo s'en fiche d'eux, mais il veut savoir pourquoi il a éliminé Kim et Kang. Il souligne que Kang aurait pu le faire rapidement et facilement, mais il ne l'a pas fait. Kang semblait apprécier de torturer et de jouer avec eux. Flashback au moment où Kang a parlé au père. Et il explique comment il a reçu de grosses offres des meilleures guildes, mais il choisit de travailler pour Peanut dans l'association des chasseurs. Pourquoi ? Parce qu'il trouve que tuer des gens est beaucoup plus amusant que de tuer des bêtes. Un combat direct a lieu entre Kang et Jinwoo, et les deux spectateurs sont ébahis par leur vitesse incroyable. Kang peut dire qu'ils ont des physiques similaires, mais il pense qu'il a beaucoup plus d'expérience à combattre des adversaires de haut rang. Il utilise cette expérience pour prendre le contrôle du combat, mais il est choqué lorsque Jinwoo lui demande de tempérer sa soif de sang. Mais il est déjà trop tard car le système de Jinwoo prend note. Comme la dernière fois, le système dit à Jinwoo qu'il y a des personnes présentes qui cherchent à l'éliminer. Encore une fois, Jinwoo reçoit une quête pour éliminer ses adversaires. Jinwoo est englouti par un pouvoir sombre, et Kang est confus parce qu'il pensait avoir l'avantage dans ce combat. Mais mince, Jinwoo attaque directement, et Kang est choqué lorsqu'il réalise qu'il a été empoisonné. Il continue à se battre, mais Kang a quelque chose de spécial à montrer à Jinwoo aussi. Il disparaît tout simplement. Il explique que c'est une compétence de furtivité, le rendant invisible à la vue, au son et même à l'odorat. Seuls quelques chasseurs peuvent obtenir cette compétence et personne ne sait qu'il l'a. Kang parvient à porter un coup à Jinwoo et dit aux autres de se retirer et d'attendre leur tour. Il est sûr que Jinwoo ne pourra pas faire grand-chose avec une jambe blessée, mais mince, Kang est en train d'avoir une surprise lorsque Jinwoo se guérit instantanément. Kang n'en revient pas car il n'a jamais entendu parler d'un chasseur de combat qui peut aussi utiliser la magie de guérison. Jinwoo est totalement imprévisible, et cela fait de lui un mec dangereux. Jinwoo a beaucoup changé, disant qu'il vient de perdre une autre émotion, et maintenant il n'a même plus besoin de se mettre en colère pour éliminer des déchets comme Kang. Kang réalise que Jinwoo a déjà pris des vies humaines, et Sang est choqué d'entendre cela. Il pense que Jinwoo a dû prendre des décisions difficiles très rapidement, et c'est pourquoi son apparence n'est pas la seule chose qui a changé. Kang essaie d'attaquer à nouveau, mais il est choqué lorsque Jinwoo le suit en ressentant sa soif de sang. Kang a encore un tour dans son sac, mais tout s'arrête lorsque Jinwoo active sa compétence meurtrière intense. L'obscurité entoure Kang et il est complètement stupéfait lorsque la lame de Jinwoo traverse sa poitrine. Alors que la vie de Kang s'échappe, il mentionne que lui et Jinwoo sont faits de la même étoffe. Ce sont tous deux des machines à tuer. La seule raison pour laquelle il meurt est qu'il est plus faible que Jinwoo. Kang veut toujours savoir ce qu'est Jinwoo. Il a des compétences d'assassin, des pouvoirs de guérison et des debuffs, et Kang n'a jamais entendu parler de quelqu'un comme ça. Jinwoo ne révèle pas son secret, mais Kang souligne que Jinwoo a pu l'éliminer, donc son acte de rang E est terminé. Jinwoo décide de lâcher une petite vérité et explique qu'il est quelqu'un qui devient plus fort à chaque combat. Kang peut voir que Jinwoo va continuer à devenir de plus en plus fort, mais il a un avertissement pour lui. S'il continue à poursuivre de plus en plus de pouvoir, ce même pouvoir pourrait finir par prendre le contrôle de lui. Jinwoo termine sa quête et reçoit une récompense. Il a remarqué que plus il devient fort, plus il a l'impression que quelque chose en lui est en train de se désintégrer.
Ses amis le remercient de leur avoir sauvé la mise, mais Jinwoo leur dit de se tirer de ce donjon. Ils sont choqués parce que Jinwoo prévoit de nettoyer le donjon tout seul, mais ils réalisent qu'il est assez fort pour y parvenir. Dehors, l'esprit de Woo est bouleversé lorsqu'il apprend que Kong tue secrètement des gens. Il voit les seuls survivants de la mission sur laquelle Kong était, et il est vraiment surpris de voir que Jinwoo en fait partie. Il s'excuse pour ce qui s'est passé, mais surtout, il veut savoir qui a éliminé Kong. Jinwoo réalise qu'il ne peut plus garder son secret, ce qui signifie qu'il doit annuler son accord avec Leo. Juste avant qu'il ne révèle tout, Song ment carrément et prétend qu'il est celui qui a éliminé Kong. Song est juste un ranci, donc il explique qu'il a seulement gagné parce qu'il avait l'aide d'un soigneur. Woo est sceptique parce que Kong est un chasseur de rang B de haut niveau, mais il croit l'histoire de Song. À ce moment-là, Jinwoo se rappelle qu'il ne doit pas être trop confiant. Il ne pouvait pas le dire avant, mais Woo est un chasseur de rang. Jinwoo peut maintenant sentir son pouvoir fou, et il sait qu'il n'a aucune chance contre ce type dans un combat avec sa force actuelle. Song détermine que Jinwoo a une bonne raison de garder un secret, alors il dit à Jinwoo que c'est juste lui qui lui rend l'appareil pour ce qui s'est passé dans le double donjon. Cette nuit-là, Jui se demande si Jinwoo se souvient de la pierre qu'il lui a donnée. Jinwoo et Juhee font une petite promenade tout en discutant de combien Jinwoo a changé. Juhee est tout le contraire parce qu'elle n'a pas changé d'un pouce, et elle réalise qu'elle est trop timide pour être une chasseuse. Elle devrait vraiment les rejoindre pour des raids de rang, mais elle se contente des plus bas rangs à la place. Ce n'est pas si mal cependant, car cela l'a amenée à rencontrer Jinwoo et elle a commencé à le soigner. Le gars se blessait toujours, mais elle n'oubliera jamais comment ses yeux avaient toujours ce regard déterminé. Juhee rend le cristal qu'il lui a donné et révèle qu'elle va prendre sa retraite. Elle rentre vivre avec ses parents, mais ils acceptent de se revoir s'ils se croisent à nouveau. Un retour en arrière montre que Woo était très sceptique à propos de Jinwoo. Il ne croyait pas qu'un E-Rank comme lui pouvait abattre le B-Rank Kong. Jinwoo a déjà été reconnu comme n'ayant pas eu de réveil, donc nous l'avons juste laissé faire. Mais Woo lui a quand même donné un avertissement. Le frère de Eung, Dong-soo, a entendu que Jinwoo et Leo étaient les seuls à avoir survécu après que son frère a été éliminé, donc il pourrait venir après eux. Ce truc est vraiment choquant parce que Dong-soo est un chasseur de rang S. Dong-soo ne se soucie probablement pas des faits et est juste en colère que Jinwoo ait survécu alors que son frère ne l'a pas fait. Malheureusement pour Jinwoo, la loi ne peut rien faire contre les chasseurs de rang S et ils peuvent apporter soit des miracles, soit des désastres. Un de ces monstres est après Jinwoo, donc Woo suggère qu'il rassemble sa famille et quitte le pays. Mais Jinwoo voit cela comme une autre raison de devenir plus fort, car s'il ne le fait pas, il ne survivra pas. Jinwoo se rend chez Leo, mais il est vraiment confus par ce qu'il voit. Leo explique que c'est leur équipe d'attaque. Il s'est concentré sur la recherche de personnes ayant les compétences pour être des chasseurs, mais qui ne peuvent pas travailler pour diverses raisons, et qui luttent pour joindre les deux bouts. Jinwoo fait remarquer qu'il a engagé une lycéenne, mais elle rétorque en disant qu'elle est une chasseuse qualifiée comme les autres. Elle est un peu déprimée lorsque Jinwoo découvre qu'elle est un E-Rank sans expérience de raid. Mais cela n'a pas vraiment d'importance, car Jinwoo leur fait savoir qu'ils attendront dehors pendant qu'il et Leo s'occupent de tout. Ils sont tous payés 3 millions de yuan chacun, ce qui est une bonne affaire car ils n'ont rien à faire. Le seul inconvénient est qu'ils ne peuvent en parler à personne, ou ils doivent rembourser 10 fois ce qu'ils ont reçu. Jinwoo a obtenu une rune de furtivité pour abattre Kong, et il l'a utilisée pour apprendre des compétences de furtivité. Leo est prêt à y aller, et Jinwoo est choqué de voir qu'il porte encore plus d'armure coûteuse. Jinwoo explique à Leo à quel point il est idiot de porter cette armure et exige qu'il s'en débarrasse. Mais Jinwoo lui permet au moins de garder le casque et ils entrent dans le portail. Les autres chasseurs pensent qu'ils sont complètement fous d'attaquer un donjon de rang 7 tout seul, mais ils s'en fichent car le contrat est déjà scellé. La sœur de Jinwoo se demande où est son amie Sonji, et il s'avère qu'elle est la lycéenne de l'équipe d'attaque de Jinwoo. Les chasseurs discutent de la façon dont une équipe d'attaque complète mettrait solidement 2 heures à finir ce raid, donc quand ils voient Leo sortir du portail, ils supposent qu'ils se sont simplement retirés. Mais ils sont en train d'être choqués car la porte du barrage se ferme juste après qu'ils sortent, ce qui signifie qu'ils ont terminé le donjon. Les chasseurs n'en croient pas leurs yeux, mais Jinwoo leur dit de se dépêcher car il est prêt pour un autre portail. Leur objectif est de réaliser 3 raids en une seule journée, mais les chasseurs sont encore abasourdis d'avoir même terminé un. Dans un autre raid, Jinwoo détruit une bande de gobelins pendant que Leo termine le minage. Jinwoo nettoie les gobelins et monte de niveau. Le prochain raid est aussi un succès, et Jinwoo monte encore de niveau. Les jours passent, et les deux continuent à nettoyer des donjons par eux-mêmes. Ils commencent à affronter des monstres de plus en plus forts, mais Leo peut voir que Jinwoo devient aussi extrêmement plus fort. La compétence de furtivité de Jinwoo est très utile, et sa compétence de course monte de niveau. Il acquiert quelques compétences supplémentaires et découvre qu'elles sont extrêmement puissantes lorsqu'il les utilise sur un loup. Jinwoo a maintenant plein de nouvelles compétences, mais son mana n'est pas suffisant pour les utiliser longtemps. Il boit une potion pour cela et décide qu'il va se concentrer sur l'amélioration de ses capacités intellectuelles à l'avenir.
Il décide également de ne pas retourner au château démoniaque pour l'instant, car il se considère quelque part entre un chasseur de rang B et un chasseur de rang A. Juste à ce moment-là, le système révèle qu'il a atteint le niveau requis pour une quête de changement de métier. Ailleurs, le chef d'une autre guilde nommée, on apprend qu'il y a une équipe d'attaque qui dépense le double du prix du marché pour obtenir des portes de rang C. Leur leader est ce riche gamin Léo, mais leur équipe semble être un mélange aléatoire. Han reconnaît le nom de Jinwoo à cause de l'incident du double donjon, et il a ce sentiment que quelque chose d'intéressant se prépare. Pendant ce temps, Jinwoo et Léo sortent d'un autre portail victorieux. Jinwoo se demande si Songhai a un problème de vue, mais elle dit que ce n'est rien. De retour avec Han, son assistant est complètement choqué lorsqu'il entend Han penser que Jinwoo a eu une rééveil. Jinwoo a réussi à survivre à 3 grandes catastrophes, et à chaque fois, il y avait un putain de nombre de morts élevé. Mais il s'en est toujours sorti vivant. Les rééveils étant la seule explication, on se rend donc sur place pour explorer ce prometteur débutant. On arrive au portail de Jinwoo, mais il est super choqué, car il semble qu'ils organisent une sorte de pique-nique. Sangji explique que la zone est interdite, et précise qu'elle est une chasseuse. Elle admet qu'elle fait partie de l'équipe d'assaut, et l'esprit d'Han est bouleversé lorsqu'il réalise que Jinwoo a carrément laissé toute l'équipe derrière lui pour entrer dans le donjon en solo. Han pense que Jinwoo pourrait être sa plus grande découverte à ce jour, mais il part étonnamment. Les gars sortent de la porte, et Jinwoo dit à Léo qu'il est débordé demain et ne peut pas participer à des raids, donc ils mettent quelques-uns en attente. Ensuite, nous avons un aperçu de la scène super bizarre, et Monsieur Choi se réveille de ce cauchemar. Il jette un œil à des documents et réalise qu'il est presque temps pour la mission de reconnaissance sur l'île de Jojo. Jinwoo termine sa journée de raid et on se présente comme le responsable de la guilde du Tigre Blanc. La guilde du Tigre Blanc est l'une des meilleures guildes du pays, toujours à la recherche de nouveaux talents. On aborde heureusement le sujet et propose de payer à Jinwoo le double de ce que Eugene Construction lui verse s'il rejoint sa guilde. On est super confiant que Jinwoo est en classe E et ne peut pas refuser cette offre. Mais il est temps pour une surprise lorsque Jinwoo veut savoir la valeur du siège de la guilde du Tigre Blanc. Sa voix coule 50 milliards, donc l'esprit du gars est bouleversé lorsque Jinwoo révèle qu'une entreprise de construction lui fournit un bâtiment d'une valeur de 30 milliards. Jinwoo soutient sa déclaration avec des preuves, mais Han révèle qu'il n'est pas qualifié pour leur offrir leur bâtiment de 50 milliards. Jinwoo perd tout intérêt et s'en va, mais il est curieux de savoir comment Han a eu vent de lui. Jinwoo instille la peur dans ce gars, s'assurant qu'il ne fouine pas et disparaît ensuite. Han réalise que Jinwoo a utilisé la furtivité pour le couper, et il est super choqué lorsqu'il considère le rééveil de Jinwoo avec cette capacité de furtivité. Jinwoo lui dit de ne pas se retourner, alors Han explique qu'il cherche juste à savoir qui achète toutes les portes. Jinwoo exige de savoir qui d'autre sait à son sujet, et Han révèle que ce n'est que lui et un de ses gars. Jinwoo avertit que si des rumeurs commencent à circuler à son sujet, ils seront les premiers suspects sur sa liste. On accepte de garder tout ça discret, alors Jinwoo se révèle à nouveau. Jinwoo doit continuer à s'emparer des portes pendant un certain temps, mais cela cause des problèmes pour la guilde, car ils doivent former de nouveaux recrues. Jinwoo accepte de leur laisser 3 portes, mais Han est complètement choqué quand Jinwoo lui dit qu'ils doivent débourser 300 millions de yuan pour chacune. Le mec supplie Jinwoo de réduire à 200 millions, et Jinwoo accepte étonnamment. Ils scellent l'accord pour 3 portes, mais leur interaction n'est pas terminée car Jinwoo veut se connecter à quelque chose. Il dit à Han de fermer les yeux et d'ouvrir la bouche. Puis Jinwoo lui tente une potion de guérison pour la coupure sur son visage. Jinwoo révèle qu'il fait confiance à Han, mais il lui rappelle de garder sa langue dans sa poche. L'assistant d'Han se demande comment ça s'est passé, et Han lui dit qu'il pense que Jinwoo pourrait être un gros poisson, plus qu'il ne l'avait pensé au départ. Le lendemain, Léo confirme qu'ils ont les 600 millions de yuan. Léo souligne qu'ils allaient de toute façon abandonner les portes, donc il ne peut pas croire que Jinwoo a réussi à obtenir autant d'argent pour eux. Léo veut en savoir plus, mais Jinwoo dit que c'est un secret commercial. De retour avec la guilde du Tigre Blanc, on réalise que Jinwoo l'a dupé car maintenant il y a plein de portes de rang C qui apparaissent à vendre pour moins de 70 millions de yuan. Jinwoo lui envoie un message l'informant qu'ils sont désormais sur un pied d'égalité après l'avoir espionné. Han réalise que Jinwoo n'est pas quelqu'un avec qui on peut jouer, mais il est content d'avoir ses coordonnées. Ailleurs, on voit Jinwoo partir en road trip pour découvrir de quoi il s'agit dans cette quête de changement de travail. Jinwoo arrive dans une forêt loin de la civilisation car il n'a aucune idée de ce à quoi s'attendre de la quête de changement de travail. Il a déjà affronté 2 donjons avec des clés, mais ceux-ci étaient des quêtes obligatoires comme celles de pénalité et d'urgence. Mais cette quête de travail, c'est optionnel, et ils lui ont même donné du temps pour décider. Jinwoo pense que c'est un événement majeur qui va le faire monter en niveau en obtenant des compétences parfaites pour son travail. Alors il décide d'accepter et la porte s'ouvre. Jinwoo se rappelle juste qu'il n'a pas encore fait sa quête quotidienne, mais il s'en occupera plus tard. Il déclare que le vrai jeu commence maintenant et entre dans la porte. Pendant ce temps,
Léo prend un repas avec son père et son frère apparaît aussi. À l'intérieur du donjon, Jinwoo réalise qu'il ne peut pas utiliser de potion ni se rétablir complètement. Il ne pourra pas partir tant que la quête n'est pas terminée non plus, donc il devra être très prudent. Soudain, il entend quelque chose venir vers lui et il se prépare à l'action. Il s'avère que c'est une bête de type armure, et Jinwoo ne perd pas de temps à l'attaquer. Mais mince, son attaque ne fait rien, et il a été pris au dépourvu par la puissance du monstre. Jinwoo essaie un autre coup, mais c'est toujours inutile. Il esquive une série d'attaques et déclare qu'il a affronté des créatures plus fortes avec des défenses encore plus solides. Jinwoo utilise alors ses mains nues et déchire le monstre. Jinwoo n'est pas très content car il a en gros gaspillé une utilisation de sa compétence de coup fatal. Mais il ne peut pas rester en colère longtemps car il a de la compagnie. Pendant ce temps, le père de Léo se demande comment se passent les efforts d'établissement de la guilde de Jizung. Il a entendu dire que tous les chasseurs de rang S qu'il a contactés l'ont rejeté. C'est vrai, mais Jizung explique qu'il parle à des chasseurs d'autres pays. Léo réalise que cela va être plus de concurrence pour lui, et il est choqué lorsque Jisung révèle qu'il sait qu'il travaille sur quelque chose en secret. Jisung avertit Léo de ne pas se mettre en travers de son chemin, car il sait ce qui se passe. Léo reste silencieux, mais il est certain que Jisung ne parlerait pas comme ça s'il savait à quel point son partenaire est puissant. Dans le donjon, Jinwoo est en train de détruire ses monstres. Il sait qu'il va avoir besoin d'un repos bientôt, mais il sent quelque chose et sort un autre monstre. Il ne peut pas croire qu'il utilisait la furtivité, et pour couronner le tout, un mage avec de la magie de lumière apparaît. C'est un peu étrange car Jinwoo a l'impression de revivre ses anciennes batailles avec l'armure du premier monstre et les compétences de ces monstres. La quête s'est révélée beaucoup plus difficile que prévu, mais il n'est pas du genre à reculer. Il analyse la situation en temps réel et comprend ce qu'il faut pour vaincre chaque ennemi. Le blindé a besoin d'une force sérieuse pour prendre des dégâts. Le furtif a besoin d'une perception folle pour être détecté, et le mage doit être contré avec de l'intellect. Mais Jinwoo n'a pas beaucoup boosté cette statistique. Sa fatigue s'accumule rapidement, donc il sait qu'il doit mettre fin à ce combat bientôt. Ailleurs, Monsieur Chua retrouve les autres chasseurs, car ils sont prêts à se rendre à l'île Jojo. Dans le donjon, Jinwoo parvient à battre les monstres. Il trouve une plaque de poitrine comme récompense et réalise qu'il n'a pas encore beaucoup utilisé d'équipement. Il l'enfile et est heureux de voir qu'elle peut devenir invisible sans perturber son mouvement. Le niveau de Jinwoo a augmenté, et il a aussi beaucoup d'objets en or. Sa fatigue a également été récupérée, donc il continue à travers le donjon. Jinwoo ouvre la grande porte, et le coup de vent qui en sort lui donne des frissons. À l'intérieur se trouve une sorte de salle du trône, et il est choqué par ce qu'il attend. Le son qu'il entend et la présence qu'il ressent font que tout son corps se souvient de quelque chose. La pression qu'il ressent est au même niveau que cette folie de double donjon. Jinwoo n'arrive pas à y croire à cause de toute cette intensité venant d'un seul adversaire. Cet ennemi, un commandant chevalier appelé Igris, a son nom en rouge, et Jinwoo sait que ce type n'est pas comme n'importe quel ennemi qu'il a jamais affronté. Igris attaque instantanément avec une vitesse intense, et Jinwoo est choqué de voir que ce gars tranche à travers des piliers comme s'ils étaient de petites branches d'arbres. Ce monstre a rapidement surpassé Jinwoo avec son prochain coup, et Jinwoo n'avait aucune chance de suivre. Il est jeté dans tous les sens comme une poupée de chiffon, et Jinwoo n'arrive pas à croire quel monstre ce type est. Jinwoo montre sa vitesse incroyable alors qu'il lance une série d'attaques, mais sa lame ne fait rien contre l'armure du chevalier. Jinwoo est à peine capable de bloquer une attaque, mais il est projeté en arrière. Il réalise qu'ils sont à la même vitesse, mais Igris est beaucoup plus puissant que lui. Ce type était sacrément dangereux, et Jinwoo se demandait s'il avait une chance de le battre. Jinwoo n'est pas trop sûr de pouvoir gagner sans armes, mais il n'a qu'une seule idée pour infliger des dégâts à travers l'armure d'Iggy. Il range son poignard et, à sa surprise, le chevalier jette aussi ses armes de côté. Pendant ce temps, Monsieur Chua appelle le président et exprime sa gratitude pour l'approbation de l'opération. Le président l'avertit de rester prudent, mais Monsieur Chua, sachant déjà le danger impliqué, il est conscient que cette expédition consiste simplement à vérifier les niveaux de menace. Ils vont piquer le côté de l'ennemi et voir comment ils réagissent. Monsieur Chua reste diligent comme toujours, et il explique que c'est parce que le dernier raid sur l'île de Jojo n'est pas vraiment terminé pour lui. De retour dans le donjon, Igris ne perd pas de temps à écraser Jinwoo. Il jette Jinwoo comme s'il était un jouet, lui infligeant une série de coups de poing. Jinwoo est projeté à travers un mur, et il est totalement choqué par son adversaire. Il a bloqué tous ses coups, mais il a toujours l'impression d'avoir perdu 5 sans repère. Jinwoo est content d'avoir porté cette armure car il serait sous terre s'il ne l'avait pas fait. Il doit admettre qu'il ne peut pas surpasser ce type, alors il décide d'augmenter sa vitesse à la place. Jinwoo vole autour de lui et parvient enfin à le repousser. Il lance encore beaucoup d'attaques, mais il devient clair qu'il ne rattrapera plus ce type.
Le gars continue de le jeter dans tous les sens, et Jinwoo remarque que sa compétence booste également sa défense. Il se fait toujours détruire par ce type, est entraîné de nouveau dans la pièce, mais Jinwoo continue de riposter. Ses efforts commencent à porter leurs fruits lorsque Jinwoo exécute un mouvement incroyable, atterrissant un coup de pied droit sur la tête d'Igus. Jinwoo réalise que cela pourrait en fait se retourner contre lui et la nuit s'acharne encore plus sur lui. Jinwoo continue de subir une raclée, se faisant projeter sur le trône tandis qu'Igis plane au-dessus de lui. De retour chez lui, Jina laisse un dîner pour Jinwoo et va étudier. Nous apercevons également la mère de Jinwoo à l'hôpital. Mais de retour avec Jinwoo, il est dans un état vraiment désastreux alors que le chevalier saisit son épée, prêt à mettre fin à la vie de Jinwoo. Il a tenté de porter le coup fatal, mais Jinwoo était incroyablement rapide, le stoppant d'une seule main. Jinwoo déclare qu'il n'a pas encore perdu et pousse l'issue en arrière. Il invoque sa lame et parvient à transpercer le chevalier à travers l'ouverture de son casque. Jinwoo met toute sa puissance pour repousser l'issue et le heurter contre le mur. Le chevalier essaie d'utiliser la lame de Jinwoo, mais Jinwoo l'arrête, disant que son poignard ne change pas de propriétaire. Il retourne simplement dans son inventaire, où il peut l'invoquer à nouveau. Jinwoo enfonce sa lame dans le crâne du chevalier, mais le coup n'est pas assez profond. Il sait qu'il doit aller plus loin, alors il utilise chaque once de puissance pour enfoncer la lame plus profondément dans le chevalier. Jinwoo sort tous ses coups fatals et assène le coup le plus puissant qu'il ait jamais porté. La nuit est complètement inerte. Jinwoo retire sa lame et une notification apparaît, disant qu'il a gagné le combat. Jinwoo réalise qu'il y a un énorme fossé entre eux dans chaque catégorie et il sait que sa victoire était un pur coup de chance. S'il faisait juste une erreur, il serait 6 pieds sous terre. Jinwoo reçoit alors 4 récompenses. L'une d'elles est de 5 millions de pièces d'or, et une autre est le casque S-Rank Egress War. La clé du château du démon était de rang S, mais Jinwoo n'avait jamais eu d'équipement aussi haut de gamme auparavant. Étonnamment, le casque augmente ses statistiques et réduit les dégâts de 15%. Jinwoo obtient également une pierre runique pour une compétence appelée la main du souverain. La dernière récompense est une pierre de téléportation instantanée. Il ne peut pas la ranger dans son inventaire, alors il se demande pourquoi il l'obtient maintenant. Cela n'a pas de sens de l'obtenir après avoir terminé le donjon, alors Jinwoo se demande si la quête de changement de travail n'est pas encore vraiment terminée. Juste à ce moment-là, Jinwoo est totalement choqué lorsqu'une multitude de portails s'ouvrent. Une notification apparaît, révélant que la quête de changement de travail commence en ce moment. Jinwoo a été informé de survivre aussi longtemps que possible pour accumuler des points d'avancement. Il doit gagner ces points pour monter en classe, mais Jinwoo n'a aucune idée de ce que cela signifie. Un minuteur apparaît, et Jinwoo réalise qu'il est sur le point de faire face à une vague infinie d'ennemis. Il est soulagé de voir que ces idiots ne sont pas aussi forts qu'Igris, car il sait qu'il serait submergé en quelques secondes s'il l'était. Jinwoo est confiant qu'il peut les gérer, mais bon sang, il y a une sacrée armée d'eux. Mais Jinwoo n'a pas peur, il fonce droit vers eux. Pendant ce temps, nous regardons les autres chasseurs s'envoler vers l'île de Jojo. Au bout d'un moment, nous sommes de retour avec Jinwoo, toujours en plein combat car les portes continuent de cracher plus d'ennemis. Le véritable enjeu de cette quête est de survivre le plus longtemps possible. Alors Jinwoo commence à utiliser ses compétences de discrétion. Il doit gérer son mana, afin de s'acheter le plus de temps possible. Le plan de Jinwoo est complètement ruiné cependant, lorsqu'un mage brise sa discrétion. Il est de retour à lancer des coups de poing, mais maintenant c'est encore pire car il ne peut plus utiliser la discrétion ni l'intention meurtrière. Jinwoo reçoit une épée directement dans le dos, et il est complètement choqué lorsqu'il réalise qu'il ne s'est écoulé que 5 minutes. Ça devient beaucoup trop dangereux, et Jinwoo sait qu'il ne peut pas continuer. Il déteste le faire, mais il décide de se téléporter hors du donjon. Mais avant qu'il ne puisse le faire, un monstre lui arrache la pierre des mains. Maintenant, Jinwoo est dans de beaux draps alors que le grand groupe d'ennemis descend sur lui.